Nous sommes à Hartford, dans le Connecticut, au beau milieu de la décennie 1910. Autrefois, l'écho des rires provoqués par la plume la plus célèbre d'Amérique faisait vibrer chaque boiserie de cette bâtisse. À la tombée du jour, l'accompagnateur éteint les lumières et lance dans un souffle grave. Aurez-vous le courage de faire face aux fantômes qui hantent le domaine de Mark Twain? Cette majestueuse propriété représentait le rêve absolu d'un homme. C'est ici que l'auteur jouait à perdre haleine avec ses enfants, qu'il enfantait ses plus grands succès littéraires et qu'il se croyait à l'abri du monde, pour l'éternité. Les salles de réception accueillaient d'immenses arbres de fête, des bals grandioses et des histoires merveilleuses murmurées à la lueur dansante d'un feu de cheminée. Puis la tragédie s'est invitée sans prévenir. Une de ses filles contracte une maladie foudroyante, enchaînée à une couche qui deviendra son tombeau. L'estocade ne s'est pas fait attendre. Des huissiers implacables, des investissements calamiteux et une fortune réduite en cendres. Sans parler de l'agonie finale, celle qui laisse une cicatrice indélébile. Il a fallu fuir cette maison, dont la joie initiale était désormais étouffée par le parfum du deuil. Le fastueux palais a fini entre les mains de locataires, découpé en tristes espaces de travail et en galetas pour démunis. Le prestigieux havre de paix s'est peu à peu métamorphosé en un dédale lugubre et oppressant. Entre ces murs, on raconte à voix basse qu'une enfant fantomatique déambulerait sur l'escalier à la nuit tombée. Quelques dizaines d'années après, ce monument historique a failli finir sous les pelleteuses pour devenir un vulgaire parking. Mais au bord du gouffre, un miracle salvateur s'est produit. De quelle manière ce sanctuaire du bonheur a-t-il basculé dans les ténèbres pour ne devenir qu'une ombre tragique? Et quelle intervention divine l'a arraché à la destruction pure et simple? Pour les amoureux des secrets enfouis sous les pierres de l'Amérique triomphante et de l'histoire de ces grandes familles, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air sur ce documentaire et de rejoindre notre chaîne. Dites-moi dans l'espace des messages quel autre manoir légendaire mériterait notre attention. Votre présence indéfectible est le seul pilier qui soutient ces enquêtes historiques. Première partie. Quand la maison du bonheur bascule dans le mutisme. Ces voyages au cœur des palais fastueux et de leurs illustres créateurs vous captivent? Alors laissez un pouce levé, suivez la chaîne et soufflez-moi notre futur point de chute dans les commentaires. C'est votre passion qui donne vie à ces documentaires profonds. Soudain, le doigt du Cicérone glisse sur le bouton de la lumière. Les ténèbres avalent d'un coup l'immense pièce de réception du domaine de Samuel Clemens, au cœur du Connecticut. Une vingtaine de curieux retiennent leur souffle. Au dehors, on devine le tumulte incessant de la rue Farmington, mais ici, c'est le poids étouffant du temps qui règne en maître. Les murs peuvent-ils retenir la tristesse des hommes? Demande l'animateur. La question résonne et s'attarde. Quelqu'un dans la foule déplace son poids, mal à l'aise face à cette lourde atmosphère. L'éclat froid et fugace d'un mobile déchire l'obscurité avant de mourir. Le conteur poursuit alors son récit implacable. Sur ce parquet même, l'homme de lettres fascinait sa progéniture en inventant des épopées nocturnes. Assises face à l'âtre, les fillettes buvaient les paroles et les mimiques de leur génie de père. Cet homme avait le don de faire hurler de rire l'Amérique entière. Une pause dramatique s'étire. Et pourtant, à l'étage de cette même maison, sa fille Suzy a rendu son dernier soupir durant l'année 1896. Fauchée par une inflammation des méninges, à seulement 24 printemps, elle est morte loin du regard de sa mère et de son père. Le bonheur a fui cette demeure ce soir-là, pour ne jamais y revenir. L'électricité inonde à nouveau la pièce d'un coup sec. Le groupe s'ébranle, déambule près de la table de jeu, passe devant les menuiseries d'art et les fenêtres chamarrées avant d'entamer l'ascension des marches principales. On entend le cliquetis des objectifs photographiques, les yeux lisent furtivement les écriteaux et le troupeau se disperse. Mais une ombre reste en arrière. Maya, 28 printemps, est une documentariste passionnée par les vieilles pierres. Elle se tient là, son lourd équipement sur l'épaule et un petit carnet pressé contre son cœur. Son voyage jusqu'au Connecticut n'avait qu'un but: puiser de nouvelles idées. Le somptueux palais d'un écrivain légendaire, l'excès de l'époque victorienne, de magnifiques prises de vue. Tout semblait cousu de fil blanc pour son prochain contenu. Il lui était impossible de prévoir que ces quelques mots sur le deuil la toucheraient en plein cœur. Car Maya a perdu son propre papa
il y a tout juste 2 ans. Sa propre fratrie a dû se séparer de la maison de leur enfance en un temps record. Entre un gouffre financier insurmontable et des murs exsudant la peine, il n'y avait pas d'autre choix. Cela faisait des mois qu'elle occultait ce souvenir douloureux, mais il vient de refaire surface brutalement. Immobile dans ce hall d'entrée abandonné par les touristes, son regard se perd sur l'escalier finement sculpté. La lumière rousse de la fin du jour traverse les verrières colorées, maculant le sol de taches sanguines et bleutées. L'histoire murmure que, vers la fin du XIXe siècle, ces mêmes boiseries ont soutenu le poids d'une bière funéraire. Le corps sans vie de la jeune fille a traversé cette porte pour la dernière fois. Pendant ce temps, son père enchaînait les discours au Royaume-Uni, dans l'espoir vain d'échapper à la ruine financière totale. Sa femme, Olivia, était à ses côtés outre-Atlantique, et l'autre fille, Jean, résidait à des centaines de lieues d'ici. Seule la sœur cadette, Clara, a eu la chance d'arriver avant la fin. Dévorée par une température mortelle, Suzy s'est éteinte là où elle avait grandi, hurlant le nom de son père et de sa mère dans ses hallucinations. La puissance de cette forteresse et la gloire internationale du romancier n'ont servi à rien face à la mort. Tout comme les maigres économies qu'il possédait encore. Un étau invisible comprime le cœur de la documentariste. Sans vraiment s'en rendre compte, elle se dirige vers la pièce des banquets. La gigantesque table en bois massif expose toujours des assiettes anciennes, laissant croire que la tribu de l'écrivain va prendre place pour souper d'une minute à l'autre. Mais personne n'y a plus jamais dîné. Ou du moins, pas avec la même insouciance. Après ce deuil terrible, la famille n'a remis les pieds ici que pour mettre sa vie dans des cartons. Ensuite, ce fut l'arrachement irrévocable. La propriété est passée entre des mains étrangères moyennant un simple loyer. Ce qui fut jadis le berceau de la famille la plus en vogue du continent américain est devenu un empilement de logements misérables, de bureaux tristes et de greniers à l'abandon. À l'aube des années 20, n'importe qui pouvait s'y loger pour quelques centimes, sans avoir la moindre idée des rires glorieux qui y avaient jadis résonné. La jeune femme vérifie soudainement l'heure. Le musée tirera le rideau dans 1 heure à peine. Le temps parfait pour une dernière exploration furtive. Elle s'engouffre dans les passages dérobés, dont les marches sont bien plus raides et étroites que le chemin principal. C'était l'artère secrète du personnel de maison. Les vieux registres laissent entendre qu'une demi-douzaine de valets vivaient et travaillaient d'arrache-pied ici, à la grande époque du romancier. Des femmes au fourneau, des servantes, et celui qui menait l'attelage. Autant de figures sacrifiées, dont le passage a été purement et simplement effacé par le grand livre du temps. Au sommet du manoir, un battant à demi poussé livre le secret de Suzy. Un refuge dépouillé, presque monacal, qui tranche violemment avec la folie des grandeurs des pièces de réception. Une couchette modeste, un meuble pour écrire. Sur les cloisons, l'écho d'anciennes fleurs dont l'éclat fané a ressuscité sous la patience des restaurateurs. Clouée sur le seuil, Maya absorbe le silence. Là, précisément, où le conte de fées a volé en éclats. Le mirage d'une forteresse familiale, la candeur des jeunes années. Cette croyance insensée qu'amour et célébrité feraient barrage à la tragédie. Un clic d'objectif fige cette mélancolie, avant que l'appareil ne disparaisse dans l'ombre d'une poche. De l'autre côté des vitres, le vent de novembre griffe le verre. Les murs centenaires soupirent sous le poids des fantômes, pendant que le brouhaha des derniers visiteurs s'éteint dans les couloirs inférieurs. Une révélation la frappe. Venue traquer une histoire d'architecture, elle découvre une présence bien trop vaste pour se résumer à des briques ou du mortier. C'est le chant du cygne d'un paradis perdu. Le point de bascule où un palais joyeux se transforme en tombeau pour cœur brisé. Prête à tourner les talons, son œil est happé par la table de travail. Un fac-similé d'une lettre de l'enfant y traîne. Poussée par la curiosité, elle s'approche de la feuille. L'écriture est soignée, palpitante de promesses. Les confidences d'une fillette imaginant un futur que la faucheuse lui volera. Deuxième acte, bâtir un château de cartes avec des pierres et des chimères. Maya s'arrache à la chambre sanctuaire et s'enfonce dans les entrailles de la maison, caressant machinalement les courbes de l'escalier magistral. L'accidentel n'a pas sa place en ces murs. L'infime nuance de couleur, la moindre torsion du bois, le plus petit reflet de verre teinté
hurle l'obsession d'un homme. Un créateur a accouché de cette folie, l'a esquissée avec une passion dévorante, y insufflant toute son espérance. Une image l'obsède. Que voyait exactement le grand écrivain en piétinant cette butte aride du Connecticut en 1873? En ce temps-là, le prestigieux boulevard Farmington se résumait à un chemin de terre fangeux. Ce sommet toise la ville naissante, encore vierge de la moindre fondation. Seule la flore sauvage ondoie au vent, rythmée par le fracas lointain des usines et l'écho des clochers de la vallée. Le génie des lettres est planté là. À sa droite, sa femme Olivia. À sa gauche, le maître d'œuvre Edward Tuckerman Potter. À 37 printemps, l'homme croule sous l'or et la gloire, consumé par le besoin viscéral de laisser une trace indélébile. Son fantasme absolu? Un temple de clarté, vibrant au son des cavalcades et de la joie de ses petits. Le concepteur gratte furieusement son papier, sans cesse interrompu par les fulgurances et la fièvre créatrice du romancier. Le repère du billard dominera tout, perché sous les toits et baigné par d'immenses verrières. Le temple des livres se fondra sans barrière dans la salle de banquet, refusant que les joutes verbales s'arrêtent au moment de dîner. La galerie couverte, elle, ceinturera l'édifice, mimant la coursive d'un majestueux bateau à vapeur. Olivia, paradoxalement, rêve à une toute autre symphonie. Elle ne cherche qu'un havre de paix, une forteresse feutrée pour faire grandir leur gamine, à 1000 lieues du chaos des hôtels et des voyages incessants. Naturellement, le prix d'un tel absolu défie la raison. Le budget de départ flirte avec les 45 000 $. Au baisser de rideau, la facture explosera pour tutoyer les 70 000 $. En 1874, c'est la rançon d'un royaume. Mais le romancier se croit invincible. Ses textes sont des pépites que le public réclame à corps et à cri. Les théâtres où il se produit refusent du monde. La fortune pleut sur lui avec une telle fureur qu'il s'imagine pouvoir flamber éternellement. Le maître d'œuvre plie, gomme et gribouille sans relâche. Les croquis finaux tombent au bout de quelques semaines. Et le mastodonte commence à jaillir des entrailles de la terre, pierre par pierre. Des monolithes de roche et d'argile éventrent la terre boueuse de la ville. S'élèvent ensuite les façades, une fresque flamboyante de briques rouge sang, balafrée de lignes noires et orangées. Le résultat est un monstre magnifique. Une chimère mariant la verticalité gothique à l'opulence victorienne, le tout piqué d'une folie inspirée des grands vapeurs du fleuve Mississippi. Le concepteur a beau parler d'esthétique néo-gothique, ce palais insolent se moque éperdument des étiquettes académiques. Seule évidence, c'est un ovni architectural dans tout l'état. Sur la butte, c'est une valse incessante de charpentiers et de verriers, pendant que les tailleurs cisèlent la roche avec la précision d'un horloger. Le bois est torturé, dompté, transformé en cadre et en garde-corps magistraux. Niveau par niveau, l'hallucination devient matière. Le commanditaire hante le site. Il rôde dans les espaces nus où résonne l'écho, disposant des meubles imaginaires et entendant déjà les rires de ses gosses glisser derrière les murs. L'auteur lance ses répliques cinglantes et taille le bout de gras avec les tâcherons. La plupart d'entre eux n'ont probablement aucune idée qu'ils bâtissent l'antre d'un monstre sacré de la littérature. Pour ces hommes en sueur, ce n'est qu'un riche excentrique de plus qui jette son argent par les fenêtres. La décoration interne, elle, va phagocyter des mois entiers. Des maîtres venus d'Italie sculptent le bois avec une ferveur quasi religieuse, tandis que les peintres inondent les voûtes de pigments évoquant l'éclat des joyaux. La verroterie de luxe est exigée directement auprès des ateliers de Louis Comfort Tiffany. La pièce de réception principale s'habille de peaux sculptées et de panneaux de bois sublimés au pinceau. L'antre littéraire voit ses bibliothèques jaillir du sol pour avaler les murs jusqu'à la corniche. Mais l'écrivain ne s'arrête pas là. Il lui faut la crème de la technologie. L'eau courante abreuve les robinets. Des chaudières invisibles crachent leur tiédeur, et la lumière au gaz embrase la moindre pénombre. L'une des toutes premières connexions téléphoniques du pays y fera même son apparition peu de temps après. Le manoir doit transpirer l'avant-garde et le luxe brut. Un cri lancé à l'Europe pour lui prouver que le Nouveau Monde sait bâtir ses propres châteaux,
avec une élégance féroce. L'épouse, dans l'ombre, Choisit les velours et les soieries. Elle chorégraphie l'emplacement du mobilier avec un instinct viscéral de mère protectrice. Son esprit vagabonde, imaginant déjà l'aube dorant la chambre des enfants et les flammes léchant les cheminées les soirs d'hiver. L'accouchement de cette bête de briques prendra des années. Décrypter ce chef-d'œuvre, c'est entrer par effraction dans le cerveau volcanique de l'homme qui l'a commandé. Pendant que sa plume dissèque l'âme de la nation, ses travers, sa soif d'or et ses ridicules, il matérialise sur cette colline une version réduite des États-Unis. Un microcosme où le délire des grandeurs danse un tango parfait avec la délicatesse bourgeoise. Le point d'ancrage précis où l'héritier d'un simple marinier du fleuve devient un prince de la côte Est. En 1874, la bête est enfin prête à avaler ses maîtres. Le va-et-vient des porteurs peut s'élancer. Des étoffes de prix engloutissent les lattes luisantes. Des avalanches de livres colonisent l'acajou. Les foyers crachent leurs premières flammes pour vaincre l'hiver. La tribu Clemens pénètre dans son temple, prenant possession de son empire. Dans leur sillage, 3 fillettes. La plus grande, Suzy, vient tout juste de souffler sa 2e bougie. À peine le premier cri de la petite Clara a-t-il résonné que l'ombre de Langdon s'étire encore lourdement. Ce fils perdu voici 2 années, foudroyé à l'aube de ses 19 mois, laisse dans les cœurs un cratère béant. Ériger ses murs, c'était forger un pacte vers la lumière. Un refuge sacré, barricadé contre la faucheuse et ses raptes d'innocence. Clouée au cœur du hall immense, Olivia laisse son regard escalader les marches grandioses, caressant au passage l'éclat des vitraux pour finalement se noyer dans l'art des voûtes peintes. Une étreinte rassurante de Clemens l'enveloppe soudain. « C'est l'aboutissement », souffle-t-il, une certitude qu'elle scelle d'une lente inclinaison du menton. Ils s'imaginent alors invulnérables, ancrés dans cette citadelle de pierre qui promettait d'être le pilier éternel de leurs existences. Plus de 100 ans se sont évaporés. Au point précis où ils se tenaient, Maya s'imprègne de la tragédie que l'avenir leur cachait encore. 17 hivers de quiétude avant que la demeure ne finisse par les vomir. 3e acte. Une maison ivre d'allégresse. L'entrée dans le repère des lettres coupe le souffle de Maya. Ici, l'air semble respirer, habité par une âme invisible au milieu de ces murailles de papier grimpant à l'assaut du plafond. Dès que le crépuscule avalait la lumière, l'âtre dévorait inlassablement ses bûches dans un balai d'étincelles incandescentes. Blottis en cercle, les sièges murmurent l'illusion poignante d'un départ récent. Comme si, le temps d'un battement de cils, leurs hôtes allaient ressurgir des ombres. Les fantômes prennent vie dans son imagination. Voilà Samuel Clemens, possédé par le récit, sculptant le vide de sa voix tonitruante pour insuffler le sang et l'esprit à ces créatures de papier. Les 3 gamines, pelotonnées au sol, boivent ces paroles avec des yeux ronds d'admiration, tandis qu'Olivia, enfouie dans ses velours, savoure la magie du verbe avec une infinie douceur. Cet écrin fut, près de 2 décennies durant, la matérialisation pure de leur utopie. L'installation s'achève aux portes de l'hiver 1874. La petite Suzy vient de passer le cap de ses 2 ans et Clara babille à peine sous ses couvertures. En 1880, c'est ici que Jean ouvre les yeux sur le monde. Bientôt, le trio féminin s'approprie les lieux. Cavalcade sauvage, dévalade vertigineuse sur le bois des balustrades et chasse à l'homme dans les penderies sombres qui gardent encore l'écho spectral de leur gloussement. Tout en haut, sous les combles de la salle de jeu, l'auteur s'enferme avec ses démons. Plié au-dessus d'un simple pupitre baigné de lumière, il noie régulièrement ses pensées dans l'océan de toiture qui s'étend en contrebas. La légende veut même que ce refuge perché soit rapidement devenu le seul asile où son génie trouvait la paix. 100 fois sur le métier, ses pas scandent la naissance des phrases. Une idée bloque, il claque quelques billes sur le tapis vert avant de hurler ses ébauches au mur pour s'assurer que sa prose chante juste. De ce creuset créatif naîtront les frasques inoubliables du petit Tom Sawyer, bien vite talonné par la naissance fabuleuse du prince et du pauvre. Les pérégrinations de Huckleberry Finn s'ensuivront.
C'est ainsi que les pierres angulaires de la culture littéraire nord-américaine germent, sève après sève, dans les entrailles de cette exubérante forteresse victorienne dominant la vallée. Plus bas, la vie domestique bat la chamade. On y entend l'argenterie s'entrechoquer lors des aubes sophistiquées et la voix des précepteurs résonnant dans le cocon éducatif des enfants. Telle une chef d'orchestre implacable, Olivia dirige la ronde des employés, rythme le ballet mondain et tient les cordons de la bourse avec une maestria souveraine. Le feu crépite dans l'antre des cuisines, l'armée des servantes frotte et polit la demeure à s'en user les os au moment où les palefreniers bichonnent leurs montures à l'extérieur. Un léviathan d'une telle envergure réclame une force de frappe titanesque. Une troupe de 6 ou 7 sentinelles corvéables y veille jour et nuit. Nourrir les ventres, gaver les chaudières de combustible, traquer la moindre poussière, un combat de chaque instant. L'argent file à la vitesse de l'éclair, mais l'or coule à torrent pour combler la brèche. Les tournées de discours remplissent les coffres, les livres se vendent comme des petits pains, et la spéculation promet des montagnes de billets verts. La famille tisse lentement ses rituels indéfectibles. Quand les ténèbres avalent le jour, la tribu entière converge vers le temple des livres pour y célébrer la messe du soir. L'histoire contée. L'homme de lettres s'efface devant le monstre de scène. Le récit devient théâtre. Sous des grimaces folles et des postures habitées, chaque héros s'extrait des pages dans une symphonie vocale époustouflante. Le cœur des filles réclame inlassablement un dernier sursis, une ultime page. Et le père, feignant la résistance, plie à chaque fois. Puis vient l'hiver, et avec lui, la transfiguration radicale du domaine. Un sapin colossal s'empare du hall d'entrée, ses branches menaçant de crever l'oculus de verre. À sa base, une avalanche de présents, tandis que les hymnes sacrés font trembler l'ébène et l'ivoire de l'instrument familial. La haute société converge depuis les grandes métropoles de la côte Est, certains bravant même l'océan. C'est un raz-de-marée de rires, de frôlements de soie et de conversations enflammées qui inondent les couloirs. Accueillir est une véritable religion pour cet hôte charismatique. Romancier de génie, magnat de la presse, homme d'État ou diva, tout cerveau brûlant d'une étincelle de fulgurance gagne son couvert au banquet. Les agapes bravent les heures sombres. On y jongle verbalement avec la rime, on y refait le monde politique, tout en s'émerveillant des révolutions mécaniques qui secouent leur siècle. Prenant au milieu de sa cour, le maître des mots distribue ses anecdotes, balançant des histoires absurdes qui font s'étrangler l'assemblée de rire. Embusqués dans les ombres des marches, de petites silhouettes en robe de chambre espionnent ce carnaval d'adultes, réveillés par le fracas des festivités. Pendant ce temps, Suzy éclot, dévoilant une âme de penseuse, lourde d'une profonde gravité. La poésie grignote ses calepins, ses confessions s'accumulant dans l'ombre. L'adolescente dissèque la figure paternelle d'un regard chirurgical, démasquant la fatigue de plomb et les démons cachés sous le masque du pitre. À l'inverse, Clara respire l'air des salons et la passion des notes. Pianotant et chantant à tue-tête, elle se nourrit goulûment du manège incessant de l'aristocratie qui franchit le pas de leur porte. Quant au dernier rejeton, Jean, c'est une boule de feu, rebelle et absolument indomptable. Véritable tornade dans les corridors, elle part à l'abordage des chaînes du domaine et soumet les aînés à un feu roulant de questions. La mère, inépuisable, s'acharne à sculpter ses argiles brutes en parfaite figure de la haute société. Corvée de solfège, leçons de français et maintien impeccable. Le père, face à cette tyrannie des convenances, sabote allègrement l'entreprise. Son vœu à lui, des amazones de l'esprit, sauvages et affranchies, prêtes à hurler leur vérité à la face du monde. Ce chaos magistral, la demeure l'absorbe avec une stoïque sérénité. Le choc du protocole et de la sauvagerie enfantine, l'éclat de l'argenterie bousculé par les cavalcades nocturnes, l'ascétisme de la plume écrasé par la frénésie sociale. Maya libère son stylo sur la page. Ces fondations n'étaient pas qu'un simple abri, c'était le monument de leur magnifique arrogance. Le mensonge merveilleux de croire qu'on pouvait museler la fatalité, bâtir une digue contre le malheur avec des sacs d'or, une vigilance maniaque,
et un amour infini. Ses yeux caressent une dernière fois la mer de bouquins. La place de chaque tranche de cuir a été mûrement pensée. Les lampes même obéissent à une géométrie absolue. Tisserand, ébéniste, peintre. Un esprit obsessionnel a sacrifié sa paix pour orchestrer ce chef-d'œuvre, traquant la beauté pure dans les moindres interstices. Mais la perfection a un prix sanguinaire. Se remémorant les paroles du guide, Maya a conscience de l'ironie. Derrière cette façade triomphante, les coffres se vidaient déjà de leur or à une vitesse terrifiante. Le petit livre se referme dans un bruit sec. D'une démarche somnambulique, elle glisse lentement vers la pièce des banquets. Un buffet fantôme l'y attend, figé pour l'éternité sans personne à rassasier. Seuls les reflets du soleil mourant jouent encore avec l'argent poli des couverts, dernière valse silencieuse d'un monde englouti. Le cristal capte la clarté du jour, morcelant le soleil en éclines acérées sur le tissu blanc. Du regard, Maya jauge la grande tablée. 12 places. Un chiffre parfait pour rassembler le clan et quelques proches privilégiés. Elle se laisse emporter par le fantôme des festins d'autrefois. Quelle multitude de conversations ont dû planer au-dessus de ces assiettes délicates, et combien de nuits le maître des lieux a-t-il trôné en bout de table, déclenchant des cascades de rire. Loin des regards, un étage plus haut, les relances de dettes s'amoncelaient, encore fermées, sur son secrétaire. Tandis qu'en bas valsait une joyeuse symphonie de bons mots et de mélodies, le vernis de cette perfection craquait déjà dans l'ombre. 4e volet. Fêlures invisibles, humour mondain, gouffre financier et fardeau. Effleurant le plateau lustré du bout des doigts, la jeune femme s'interroge sur le coût d'un tel faste. Combien de fortune engloutissait le simple maintien d'un tel miroir de chêne, sans oublier les feux à entretenir dans chaque pièce et les gages d'une demi-douzaine d'employés de maison, versés inlassablement au fil des décennies. Son exploration l'amène ensuite vers l'antre studieux de l'écrivain, niché à l'étage noble. Ce refuge étroit, dissimulé bien à l'abri du tumulte mondain, raconte une histoire radicalement différente des fastueuses salles de réception. Dans ce sanctuaire, le meuble d'écriture brille par son austérité, flanqué d'un fauteuil creusé par les heures de labeur. Voilà la véritable salle des machines. L'endroit où les enveloppes étaient éventrées, où les notes de frais grimpaient jusqu'au plafond, et où les livres de compte refusaient obstinément de quitter le rouge. Hartford, à l'aube des années 1880. Le romancier américain trône au zénith de sa carrière. Ses ouvrages s'arrachent par millions d'exemplaires. De part et d'autre de l'Atlantique, chaque apparition sur scène se joue à guichet fermé. Les journaux le réclament, les magazines gravent son visage sur leurs pages. Les foules mendient une fulgurance de sa part, une boutade, ou même l'honneur de l'apercevoir. Mais l'idolâtrie populaire ne remplit pas éternellement les coffres. Faire vivre cette immense bâtisse consume près de 35 000 $ à chaque rotation du calendrier. Entre les salaires de l'office, le combustible avalé par les chaudières, l'éclairage nocturne, les ravalements, les taxes et l'approvisionnement en nourriture d'une demeure qui ne ferme jamais ses portes, c'est une hémorragie d'argent constante, rythmée par le passage des jours. L'homme de lettres amasse certes des sommes colossales, mais il jette l'or par les fenêtres avec encore plus d'ardeur. Son existence imite celle des princes qui se croient à l'abri du besoin jusqu'à la fin des temps. L'écrivain injecte ses fonds dans de multiples projets, mus par une fièvre téméraire, hélas souvent couronnée de désastres. Des montants faramineux s'évaporent dans la conception d'une typographe révolutionnaire, imaginée par un certain James Page. Une merveille censée renverser tout l'univers de l'édition. Convaincu de tenir là la clé d'une richesse absolue, l'auteur arrose l'ingénieur de billets, saison après saison. L'injection de départ n'était qu'une goutte d'eau, mais le gouffre finit par engloutir plus de 200 000 $. Cette chimère de métal refusera de s'animer de manière fiable. Parallèlement, il lance la structure d'édition Charles L. Webster et compagnie. L'initiative ressemble d'abord à un véritable trait de maître. La firme publie les récits de vie du général Ulysses S. Grant, qui s'arrache instantanément. L'avalanche de profits qui en découle l'aveugle, l'amenant à croire qu'il vient d'inaugurer un pont en or massif vers la richesse infinie. Sauf qu'orchestrer la vie d'une telle entreprise requiert une trésorerie solide,
une vigilance de chaque seconde et un instinct mercantile acéré. L'artiste n'accorde son attention que par accès de fièvre, au gré de ses caprices d'inventeur. Son flair financier se révèle catastrophique, et l'argent liquide fond comme neige au soleil. En société, il continue de briller de mille feux. Rapide, sarcastique, il envoûte l'assemblée. La cour qui gravite autour de lui le quitte toujours sous le charme de ses récits, de sa verve et de sa chaleur. Toutefois, quand le silence tombe et qu'il s'enferme dans son refuge, le visage de l'écrivain se crispe et prend la couleur de la cendre. Dans la pénombre, il éventre les courriers des banques, de son associé ou de l'inventeur de la machine. Ses yeux fatigués parcourent les grands livres et alignent les chiffres. Il a beau triturer les équations dans tous les sens, l'abîme financier ne cesse de s'élargir. Pour son épouse Olivia, l'angoisse prend une autre forme. L'entière machinerie domestique pèse sur sa seule personne. Elle dirige le personnel d'une main de fer, chorégraphie les somptueux repas et gère un calendrier social étourdissant. Le tourbillon des mondanités refuse de s'arrêter. Son mari martèle en boucle que s'afficher avec l'élite nourrit le commerce, booste l'écoulement des livres et tisse des liens cruciaux. Pourtant, l'épuisement la ronge, d'autant plus que les enfants grandissent. Les pensions scolaires, les leçons de musique, les tenues à faire retailler et les expéditions estivales exigent toujours plus. L'aîné, Suzy, d'une santé de verre, passe son temps à liter. De son côté, Jean encaisse les assauts d'un mal épileptique que le corps médical regarde avec impuissance, incapable d'en trouver la source ou le remède. La cadette, Clara, exige sa propre part de lumière, même si les ombres de ses deux sœurs la repoussent souvent au second plan. Contre vents et marées, la mère de famille préserve l'image d'un château qui fonctionne par magie. Devant les foules, le mirage reste absolu. Les plats sortent des cuisines à la seconde près. Le métal découvert brille sans la moindre tache. Les flammes crépitent dans les foyers avant même que le froid n'ose effleurer les invités. Mais une fois la porte refermée, l'épouse implore son mari de mettre un frein à leur folie des grandeurs. Coupez court au voyage constant, oubliez les banquets princiers, arrêtez de jeter l'argent par les fenêtres. L'écrivain hoche la tête. Il lui donne raison. Il promet solennellement de resserrer les cordons de la bourse. Mais immanquablement, un nouveau filon exceptionnel pointe le bout de son nez. Une invention mécanique de plus, condamnée à triompher. Un nouveau tour du monde oratoire pour remplir le coffre-fort asséché. Encore une utopie financière qu'on ne peut décemment pas refuser. Dans les couloirs de l'office, cependant, les employés de maison commencent à ressentir de subtiles secousses. Des conversations murmurées qui meurent au moindre grincement de porte. Un patriarche qui arpente son réduit en long et en large, délaissant l'encre et le papier. Ou encore ce masque crispé que revêt la maîtresse de maison à l'arrivée du facteur. Les rumeurs rapportent d'ailleurs les confidences d'une camérière à sa collègue, affirmant qu'ils ont beau dépenser comme des têtes couronnées, le verre est déjà dans le fruit. Ces turbulences ne passent pas inaperçues aux yeux des enfants, surtout pour Suzy. L'année 1889 marquant ses 17 ans, la jeune fille a l'esprit assez aiguisé pour deviner que son père erre souvent dans un autre monde. En remarquant la mâchoire de sa mère se serrer dès que les calèches des visiteurs s'éloignent, elle noircit les pages de son journal, y déversant l'atmosphère suffocante qui empoisonne leur sanctuaire. Malgré tout, le grand cirque mondain refuse de baisser le rideau. La demeure darde toujours ses lumières dans l'obscurité. Les bals s'enchaînent jusqu'au vertige. Pour les habitants du quartier comme pour les dîneurs, l'écrivain et les siens incarnent invariablement l'éclat absolu et le triomphe de l'avenue Farmington. Dans le silence de la pièce, Maya s'arrête devant la copie d'un mot écrit à l'intention d'Olivia, préservé derrière un panneau de verre. En s'inclinant, elle parvient à en lire l'encre. Le romancier y justifie la pertinence de sa dernière folie financière, assure que les cachets de sa prochaine tournée balayeront les créances, et l'implore de chasser ses inquiétudes. Au bas de la feuille trône l'année 1891. Sauf que la visiteuse, elle, sait déjà comment le rideau va tomber sur cette grande illusion. L'aventure éditoriale va s'effondrer. Le mirage de la machine typographique tournera au désastre absolu, précipitant tout le clan dans un précipice économique sans fond. Dans 5 années à peine, l'auteur tournera le dos à ce refuge pour toujours. Sa seule issue,
s'engager dans un marathon planétaire de discours éreintants afin de purger ses montagnes de dettes. Mais l'effondrement financier n'est rien. Bien avant la ruine, un drame absolu, innommable, va fracasser leur existence. Lentement, ses yeux se lèvent vers les degrés de l'escalier. Au sommet, voilée de pénombre, repose la chambre de l'enfant aîné. Bientôt, ces cloisons feront l'expérience charnelle, brutale, de la mort. Chapitre 5. Le tombeau de l'innocence. Le souffle court. L'invité entame la pesante ascension. Elle avait, jusqu'à cet instant, différé cette confrontation. Flânant d'abord parmi les salons gorgés de soleil, elle s'était laissée bercer par les fantômes des fables dans la bibliothèque, par l'écho des banquets joyeux dans la salle à manger, pour finir par arpenter l'antre du père. Ce cabinet de travail, où l'angoisse au ventre, il bataillait pour sauver son monde, tandis que l'or glissait entre ses doigts. Fini de fuir. L'heure est venue de regarder en face l'épicentre du séisme, l'endroit précis où le rêve a volé en éclats. Tout au bout de la coursive, au deuxième niveau, s'ouvre le repère de l'héritière. La porte, silencieuse, offre son entrebâillement. La lumière mourante du jour s'y fraye un chemin, illuminant une myriade de particules dorées. En pénétrant l'espace, la réalité s'impose. Les lieux sont infiniment plus étroits que dans son imagination. Sous la clarté de la fenêtre, un modeste couchage drapé de blanc côtoie un pupitre. Les cloisons se tapissent d'une flore délicate, murmures chromatiques de pistaches et de corail éteints. Quelques tomes à la reliure cuirassée sommeillent sur de courtes étagères. Contre le bois d'un siège, un vêtement abandonné témoigne d'une présence fantôme. Tout n'est que théâtre. Une illusion orchestrée par les musées pour feindre une simple absence. La réalité est implacable. L'héritière n'a plus jamais passé cette porte. Cette alcôve a été le théâtre de son agonie. Nous sommes en août 1896. La famille est éclatée. Le couple parental écume le territoire britannique, enchaînant les conférences à un rythme effréné. Seule parade trouvée contre la faillite annoncée. Une des filles est du voyage, pendant que la plus jeune est hébergée par la parenté, isolée sur les terres d'Amérique. Quant à l'aînée, elle est l'unique membre de la fratrie à regagner le nid. À 24 printemps à peine, son été se consume aux côtés de la nounou de son enfance. Elle obéissait à un irrésistible appel des racines. Cette bâtisse respire. Elle palpite d'une ferveur qu'aucun meublé de passage ne pourra jamais mimer. L'endroit cristallise sa jeunesse, vibrant encore des félicités passées. Soudain, l'horreur s'abat. Une fièvre d'incendie, une tête qui se fracture de l'intérieur, la folie des hallucinations. L'inflammation foudroyante des méninges. La vérité médicale glisse entre les doigts des docteurs venus la secourir. Prise de panique, la vieille garde d'enfants bombarde l'Europe de télégrammes angoissés. Urgence absolue, la jeune femme se meurt. Mais l'Atlantique impose son mur d'eau infranchissable. La technologie crie la détresse, sans pouvoir abolir les distances. Frappés de terreur, les parents font de pieds et des mains pour décrocher des billets sur le prochain navire, conscients du temps infini que durera l'Odyssée. Suspendus au-dessus de l'abîme, ils prient à chaque instant pour qu'un câble télégraphique annonce un miracle. Loin de là, dans la grande maison, le thermomètre s'affole, consumant la malade. Prisonnière des fièvres, elle hurle les noms de son père et de sa mère. Le cerveau en feu, elle ne comprend plus l'abandon. Fidèle au poste, la domestique ne ferme pas l'œil, compagne d'infortune d'un défilé médical continu et vain. La médecine baisse les armes devant l'infection. L'alcôve juvénile est ravalée au rang de chambre d'hôpital. Les flacons et les mixtures ont envahi le moindre centimètre carré de mobilier. Partout, des compresses gorgées d'eau patiente pour apaiser sa peau brûlante. L'opacité des épais rideaux condamne la lumière solaire, devenue une agression intolérable pour ses yeux meurtris. Dans la pénombre, le secrétaire reste immobile. Une mer de papier s'y déverse. Des poèmes avortés, des ratures, des lettres condamnées à ne jamais voyager. Un journal intime voisine avec l'encre séchée, gardien de ses rêves flamboyants. À travers ses pages, elle foulait déjà les scènes d'opéra, envoûtant les foules de son timbre de soprano. Le talent pur coulait dans ses veines, doublé d'une volonté de faire.
Prête à éclore, elle bouillonnait à l'orée de son destin d'adulte. La fatalité l'a fauchée en plein vol. Elle rend l'âme au creux de sa tanière d'enfant, ce 18 août 1896. Entourée, certes, mais infiniment seule. L'ombre de ses parents absents pèse de tout son poids sur cet instant funeste. Seuls les employés dévoués auront escorté son dernier voyage. De l'autre côté du monde, à bord d'un navire, un message de quelques mots, sec et terrifiant, foudroie les voyageurs. La dépêche livre l'ultime verdict. Leur fille n'est plus. L'histoire murmure que le géant des lettres a eu l'esprit littéralement broyé par ces quelques syllabes. La mère s'effondre dans les limbes de l'inconscience. La sœur foudroyée perd pied. Au premier port, le voyage bascule. Demi-tour toute, retour en urgence vers les rivages des États-Unis. Hélas, les dés étaient déjà jetés. Ils rateront la mise en terre. Leur seule destination finale sera de s'abîmer dans un océan de détresse absolue. Au moment où la famille brisée passe les lourdes grilles, l'immense palais, jadis symbole de vie, transpire la mort, saturé par l'odeur entêtante et morbide des fleurs fanées. Les hommages floraux encombrent toujours le moindre espace. L'air est lourd, immobile, presque irrespirable. L'écrivain fantomatique déambule, étranger dans sa propre maison. Parvenu face au repère de son aîné, ses jambes se dérobent. La frontière de la chambre devient infranchissable. La mère, elle, n'osera franchir le seuil qu'une seule et unique fois. Puis, le refus absolu. La porte sera barricadée pour l'éternité. C'est tout le domaine qui sombre alors sous l'ombre d'un mauvais sort. Chaque parcelle de bois et de pierre crie le nom de la défunte. Un pas léger dans l'escalier, la clarté d'un esclaffement derrière un livre, l'écho d'une mélodie jouée au rez-de-chaussée. Tout s'est tu. La vie a été volée. Et ces murs de briques, supposés dresser une barrière infranchissable contre le monde, n'ont pu freiner l'avancée de la mort. Une poignée de jours passera avant que la famille ne déserte les lieux. Inhaler l'oxygène de ce mausolée n'était plus à la portée d'êtres humains broyés. La suffocation enveloppe tout. Chaque couloir palpite au nom de la disparue. C'est l'exil définitif. L'âme du domaine a été enterrée avec la jeune fille, siphonnant par là même le ciment du clan. La splendeur architecturale, rêvée comme un sanctuaire inviolable et immortel, se dresse désormais comme l'ultime stèle de leur déroute absolue. L'or a fondu. Le sang a cessé de battre. L'utopie est morte. Non. Aucune pierre au monde ne peut tenir la tragédie en respect. Engloutie par le mutisme écrasant de la pièce, la voyageuse fixe la blancheur de la literie, les pupilles perdues dans le vide. Sa pensée glisse alors vers la maison de son propre géniteur. La mémoire remonte, la vente précipitée, la panique paralysante qui leur interdisait d'affronter les couloirs hantés une fois le patriarche disparu. Dès l'instant où le deuil surgit, ce refuge protecteur se fige en prison. Plus bas, l'institution culturelle clôt lentement ses vantaux pour la nuit. Depuis les profondeurs de l'édifice, l'écho du conférencier annonce le terme de la dernière déambulation. Claquement sourd. Un roulement de semelle s'effaçant vers le parvis. Un ultime coup d'œil de Maya embrasse le pupitre avant de caresser les rangées d'ouvrages dressés contre les cloisons. À travers ces carreaux, où jadis Suzy, scrutant l'horizon de la ville, tissait les chimères d'un destin confisqué. Sans un bruit, la jeune femme s'esquive par la galerie et referme le battant. Fin de la première scène. Le mirage vole en éclats, laissant place au bas de ce perron, à la noirceur absolue de la réalité. 6e acte. S'éloignant de l'étage, l'exploratrice descend les marches en hâte pour retrouver le grand hall, berceau de sa visite entamée bien avant. Les murs résonnent de vide, troublés seulement par l'ombre d'un gardien achevant sa ronde crépusculaire. L'absence de bruit revêt une toute autre densité qu'à l'aube. C'est désormais une chape de plomb, imprégnée d'un définitif effrayant. Son esprit tente de ressusciter ce mutisme accablant tel qu'il planait en 1896, à l'époque où la tribu de l'écrivain abandonna les lieux, aux portes de la saison froide. L'imposante bâtisse à la célèbre adresse n'affiche plus que des vitres mortes. Dedans, le mobilier repose sous de vastes draps funéraires,
tandis que la chaleur a totalement déserté les cheminées. Les cendres sont définitivement froides, le personnel remercié et la maisonnée en fuite. Pour le créateur comme pour son épouse, fouler à nouveau ce sol relèverait d'une torture innommable. Le fantôme de la fillette disparue imprègne la moindre alcôve. Les corridors semblent palpiter encore au souvenir de ces éclats de rire. Érigée comme une forteresse pour abriter la famille, cette forteresse de briques s'est transformée en sépulture métaphorique pour leur enfant, quand bien même les actes notariés restent à leur nom. Les taxes continuent de courir, écrasant un couple déjà noyé par des créances abyssales. Les cendres d'une entreprise éditoriale effondrée. Le fiasco d'une invention typographique ruineuse. Ultime vestige d'un temps où la fortune semblait intarissable. Parvenu à ses 59 printemps, l'illustre romancier est totalement démuni. Le deuil l'a terrassé. Ce créateur vénéré par les foules se retrouve dorénavant exsangue financièrement. La solution s'avère d'une violence inouïe. Il doit renouer avec le vagabondage. Une série de discours sillonnant d'abord le continent américain, traversant l'océan vers le vieux continent, pour finalement encercler la planète. Une succession frénétique de métropoles inconnues, un sinistre ballet de chambres d'aubergistes sans âme. Nuit après nuit, ébloui par la rampe, il extorque l'hilarité des spectateurs, alors que son cœur n'est que cendre. Olivia partage ce supplice, accompagnée de leur autre fille. L'unique membre épargné est Jean, remise aux bons soins de la parenté. Les convulsions dont elle souffre lui proscrivent ses traversées interminables. Ce qu'il reste de la fratrie adopte une existence de nomade, trouvant refuge dans des locations éphémères au cœur de la capitale britannique, en Autriche ou dans la métropole new-yorkaise. Aucun point d'ancrage ne vient briser cette errance. Seigneurs d'un palais dans le Connecticut, ils résident désormais au fond de leurs bagages, semblables à de riches parias sans port d'attache. L'argent des représentations s'amasse avec une lenteur douloureuse, strictement tributaire de la cadence éreintante de chaque nouveau spectacle. Centime après centime, le père de famille résorbe ses dettes, poussé par une détermination farouche à ne léser personne. Sa dignité et son amour-propre ne tolèrent aucun compromis, amorçant une lutte acharnée qui s'étirera sur de longues années. Au même instant, la vaste maison reste plongée dans une léthargie absolue. Jusqu'à l'émergence d'une solution mercantile, offrir les clés à des pensionnaires. Le patrimoine représente un capital beaucoup trop précieux pour demeurer inanimé. Les créanciers exigent leur remboursement. Face aux instances fiscales, peu importe que les chambres résonnent de voix ou soient muettes. Constatant l'abandon définitif de ces bâtisseurs, de parfaits inconnus s'apprêtent à en franchir le seuil. Le patriarche capitule finalement, le cœur en lambeaux. Son épouse, ayant fait vœu de ne jamais revoir cette cité de ses propres yeux, le fardeau de cet arbitrage repose exclusivement sur ses épaules. L'année 1897 voit l'arrivée des nouveaux occupants. Une famille nantie, aux manières effacées. Dès que les signatures s'impriment sur le contrat, les précieuses rentes financières s'amorcent. L'imposante devanture se réduit à une simple boîte aux lettres destinée à des anonymes. Ces occupants inédits déambulent sur les lattes précises qui, autrefois, résonnaient sous les pas furtifs de la fillette disparue. Leurs nuits s'écoulent au cœur de ces mêmes dortoirs qui abritaient jadis les douces espérances nocturnes des héritières de l'auteur. Leurs banquets s'organisent dans la pièce majestueuse, jadis dominée par la stature du grand homme de lettres. Toutefois, ces résidents ne représentent qu'une parenthèse éphémère dans l'histoire des lieux. Aucune de leurs attaches ne s'agrippe à ces boiseries. L'aura du romancier se résume pour eux à un superbe attrait immobilier, à des années-lumière des drames intimes ayant meurtri l'édifice. Afin d'attirer les clients, le nom du génie est agité comme un trophée, omettant délibérément la disparition tragique, les investissements calamiteux et la détresse d'une lignée étouffée par les dettes. La demeure se déleste de son âme. Une tribu plie bagages, tandis qu'une autre prend possession de l'espace. Si l'architecture demeure soignée et intacte, le feu sacré de ses concepteurs s'est évaporé. Le havre de paix n'est plus. Il a cédé la place à un trivial actif de rendement. La longue marche de l'écrivain ne connaît aucun répit. Il griffonne sans relâche, affronte les salles de spectacle et solde ses traites,
tout en s'imposant une censure absolue concernant sa propriété passée. Cette séquence de son existence est hermétiquement verrouillée, telle une entaille encore saignante. Du côté d'Olivia, la vitalité s'effondre. Le tourbillon incessant des voyages, la morsure indélébile de la perte et la violente transition du luxe à la précarité ont eu raison de son corps. Son cœur de mère peine à battre. Certains matins, le moindre effort physique tient du miracle. Telle une sentinelle invisible, Clara couve sa mère malade. Parallèlement, l'état clinique de Jean empire. Cette dynastie que l'imposant manoir perché sur sa butte aurait dû couronner de bonheur se désagrège en un groupe vulnérable, souffreteux et dispersé aux quatre vents. L'année 1903 marque l'affranchissement du grand homme qui parvient au terme d'un effort colossal à solder l'intégralité de son passif. Absolument tout est restitué, jusqu'au dernier dollar. Son blason est redoré. Les gazettes saluent son intégrité autant que son opiniâtreté. Cependant, cette victoire publique conserve la saveur âcre de la poussière. Le vieil homme atteint le cap de ses 70 ans. Sa compagne de toujours se consume lentement, pendant que ses descendantes portent le fardeau de leurs propres démons. Paradoxalement, il détient toujours les titres de propriété d'un palais dont l'entrée lui est psychologiquement interdite. Puis, en 1904, la péninsule italienne devient le funeste théâtre du dernier soupir d'Olivia, à une distance incommensurable du nid qu'elle avait amoureusement embelli. Elle s'éteint au cœur d'une résidence de location, séparée par un océan de la cité qui devait pourtant l'abriter jusqu'à la fin des temps. L'esprit du célèbre auteur est pulvérisé, foudroyé par une déchirure plus insondable encore. Il traverse l'eau salée une nouvelle fois, tout en esquivant son ancien domaine, avec la terreur qu'on réserve aux lieux pestiférés. En guise de remplacement, il fait sortir de terre un abri sans prétention dans l'État du Connecticut. Il le baptise Stormfield, nourrissant la fragile illusion de balayer les tragédies et de repartir d'une page blanche. Au même moment, l'œuvre architecturale abandonnée demeure sous la coupe de ses occupants éphémères. Le cycle immuable des équinoxes poursuit sa course. Les pigments des façades se fanent, et le bois précieux noirci, doucement étouffé par l'avancée inexorable du temps. Si des boiseries ouvragées défient le temps, l'essence même de la demeure s'en est allée. D'un regard furtif sur son téléphone, Maya constate l'évidence. Le sanctuaire culturel achève sa journée. Un veilleur s'avance. Sa courtoisie ne trahit en rien l'épuisement de ses heures de garde. D'une voix feutrée, il annonce l'inévitable. L'heure est venue de verrouiller la grille. La conviant à revenir à sa guise, l'homme la salue. Maya esquisse une inclinaison de tête pleine de gratitude, puis s'efface dans les frimas tranchants d'une soirée de novembre. Derrière ses pas, les verrières monumentales du manoir lancent un flamboyant adieu. Sous la main invisible qui coupe les éclairages, l'édifice se laisse peu à peu avaler par la nuit. L'illustre domaine de Mark Twain s'abandonne aux ombres. Mais au fond d'elle-même, Maya sait que la fatalité frappant ses murs recèle une violence bien pire qu'une simple désertion. Une agonie silencieuse vers l'effacement total, la perte absolue de son âme originelle. 7e chapitre. Résidents insolites et chuchotements fantomatiques. Figée sur le bitume qui borde la propriété, Maya agrippe le col de son pardessus pour défier les bourrasques. Observée d'ici, la physionomie des lieux mute radicalement. La silhouette s'étire en une sévérité presque théâtrale, distillant des effluves profondément gothiques. Le type même de sombre forteresse conçue pour capturer les mythes fatalement. Son esprit dérive alors vers l'ensemble des occupants ayant foulé ce parquet après l'exode de la lignée Clements, de parfaits étrangers assoupis, là où Suzy fermait les yeux. Des bambins hilars dégringolant ces mêmes marches par lesquelles jadis on avait évacué un cercueil. Des familles entières bâtissant leur propre mémoire au sein d'une bâtisse dont les pierres transpiraient encore une douleur indélébile. Ces nouveaux maîtres percevaient-ils les échos du passé? Connaissaient-ils la tragédie? Hartford, au crépuscule des années 1900. L'imposante résidence subit alors une valse étourdissante, passant sans répit d'une main à l'autre. Le fastueux manoir dégringole au rang de simple gîte pour vies en transit.
Un négociant et sa descendance prennent possession du second niveau, s'y établissant pour une durée de 2 années. Sa progéniture s'égaie au sein de la crèche même où, jadis, les galopades effrénées des fillettes Clemens faisaient trembler le plancher. À cette nuance près, ces petits n'ont aucun lien avec les fantômes des lieux. Vierges de tout historique, ils ne perçoivent qu'un labyrinthe colossal aux perspectives déformées, truffé de cachettes étranges et de volets de marche interminables. La conjointe de ce bourgeois prospère aurait d'ailleurs glissé à une intime la violente répulsion que lui inspirait la salle de réception principale. Une aura viciée y stanait, offrant la désagréable sensation d'être épiée par les cloisons elles-mêmes. Fuyant cette alcôve, elle n'en franchissait le seuil qu'en cas d'extrême urgence. Le rez-de-chaussée, lui, sert d'écrin à une toute autre cellule familiale. Une femme en deuil et son fils adulte y savourent une existence recluse, bien loin du fracas de la haute société. Pendant que l'héritier rejoint quotidiennement ses affaires au cœur de la cité, la matriarche s'affaire devant les mêmes âtres qui, à la grande époque, enfantaient des festins homériques pour des tablés d'illustres fêtards. Mais sitôt le crépuscule venu, le plafond se met à grincer sous les pas. Dans les coursives supérieures, des glissements furtifs se font entendre, évoquant la cavalcade feutrée d'un bambin déchaussé. Troublée, elle s'en ouvre à son fils, qui, d'un revers de main, dissipe ses craintes. L'âge du bois, le tassement des maçonneries, une simple complainte architecturale, en somme. Néanmoins, la ronde de minuit s'obstine, soir après soir, arpentant la même coursive avec cette même rythmique spectrale. Rongée par l'angoisse, la matriarche finit par exiger du bailleur des réponses sur les précédents locataires. Pour toute explication, l'homme régurgite la vitrine historique classique. La propriété fut l'antre d'un maître de la littérature, le dénommé Mark Twain. Une signature qui devait sans doute lui évoquer quelque chose. Refusant de s'en contenter, elle sonde avec diplomatie. Les fondations abritent-elles une quelconque tragédie? Un silence pesant s'installe, l'homme jaugeant l'impact de sa future révélation. La concession finit par tomber. La fille de l'auteur s'est éteinte au niveau supérieur, des décennies auparavant. Un vestige d'un autre siècle, s'empresse-t-il de minimiser pour étouffer le malaise? Ces interrogations s'arrêtent là, quand bien même la procession astrale continue de la martyriser chaque nuit. Dans l'ombre, le venin des rumeurs contamine peu à peu les rues de Hartford, sacrant le sanctuaire de Mark Twain comme l'épicentre d'une véritable malédiction. Les murmures croustillants s'échangent allègrement par-dessus les palissades et viennent empoisonner les discussions animées des commerces de proximité. Chaque colporteur se fait un devoir d'y injecter sa propre dramaturgie, brouillant définitivement les pistes entre la vérité factuelle et les chimères. D'aucuns évoquent désormais des éclats de rires angéliques perçant le silence de mort des salons vides. D'autres relatent l'apparition d'une ombre flânant sur les marches pour mieux se dissoudre dans l'air. Sans parler des battants claquant sous des impulsions invisibles, ou de cette éternelle morsure de froid pétrifiant le seuil de l'ancienne alcôve de Suzy. Côté cuisine, les personnels de maison frissonnent à mots couverts. Une employée va même jusqu'à refuser catégoriquement de s'aventurer isolée dans les niveaux supérieurs dès que l'astre décline. Plus troublant, une autre domestique déserte purement et simplement son poste au petit matin, dans un mutisme total. Gonflée par ce torrent d'anecdotes, la légende engloutit la splendeur du domaine littéraire pour l'ériger en théâtre de l'horreur absolue. L'agonie déchirante de la jeune fille est alors corrompue, mutée en une macabre légende parapsychologique. L'incommensurable désespoir d'un père se voit ainsi rabaissé au rang de banale bluette horrifique, destinée à générer quelques sueurs froides mondaines. Les gamins du quartier en viennent à s'y lancer des paris macabres, dont le pinacle consiste à venir frôler les ferronneries de l'entrée une fois la nuit tombée. De petites meutes juvéniles rôdent sur les pavés enténébrés, braquant leurs regards avides sur les vitraux sombres, prêts à travestir la moindre fluctuation lumineuse en une manifestation diabolique. Ce triomphe de l'architecture, jadis sanctifié comme l'apogée du succès et du faste patricien, périclite dans les abysses des croyances populaires. Il devient la comptine sordide favorite de la région. La réalité historique, pourtant, se révèle dépourvue de tout folklore, frappant par son impitoyable tragédie.
Nulle entité ne parcourt les couloirs de ce sépulcre. Le seul spectre rôdant en ces lieux demeure celui des souvenirs brisés. Le poids des catastrophes intimes, cette fracture insoutenable entre les jours radieux d'antan et la foudre du destin. La valse étourdissante des habitants, elle, ne connaît aucun répit. Au bout d'une année, voire deux, les courageux finissent par déserter, vaincus par le gouffre financier que représente la mise en chauffe du géant de briques. L'architecture même des lieux s'oppose viscéralement au mode de vie d'une famille contemporaine. Des volumes écrasants, d'une pompe excessive, taillés sur mesure pour une mondanité aristocratique, désormais ensevelie. En 1917, le génie des lettres a déjà quitté ce monde. Foudroyé 7 années plus tôt, en 1910, le grand auteur a exhalé son dernier souffle loin de son fief de cœur, tournant définitivement le dos à ces luxueux salons, devenus de véritables instruments de torture émotionnelle. Sa cadette Jeanne l'avait d'ailleurs devancé dans la tombe en 1909, terrassé par une violente attaque d'épilepsie qui l'avait condamné à se noyer dans sa propre baignoire. Unique survivante de la lignée, Clara n'éprouve pour cette forteresse de malheur qu'une incommensurable révulsion. Sa vie se déploie désormais sous d'autres latitudes, protégée par les murs de son propre refuge. Dans son esprit, ce colossal monument s'est désintégré pour ne devenir qu'une morne écriture comptable, un bien dont il faut s'amputer. Une transaction glaciale qu'elle finira inéluctablement par entériner. Pour les maniaques qui s'en emparent, la charge symbolique et la mélancolie des vieilles pierres n'ont strictement aucune valeur. Sur l'autel de la rentabilité, seule la spéculation dicte sa loi. L'emprise foncière est titanesque, posée dans le secteur le plus convoité de la ville. Bouillonnante de modernité, la métropole voit ses artères se saturer d'industrie, de cols blancs et de rames de tramway. Pour ces prédateurs de la pierre, la vénérable demeure représente un formidable filon financier qu'ils entendent bien essorer jusqu'à la lie. À la lueur blafarde de son téléphone, Maya relit fébrilement les annotations de sa visite. Plus tôt dans la journée, le guide n'avait fait qu'esquisser cette parenthèse obscure, trahissant un embarras palpable dans la voix. Un siècle entier s'est consumé, et pourtant, raconter le martyre subi par ces murs réveille invariablement un lourd sentiment de honte. Le foyer historique de Mark Twain. L'hôtel sacré qui a vu naître les joyaux absolus des lettres américaines. Ce manoir majestueux, jadis hanté par la mort, les adieux et les chuchotements fantomatiques, allait subir la pire des boucheries. En rentrant à sa chambre d'hôtel, son brouillon sauvegardé, elle anticipe la journée du lendemain. Sa caméra figera alors une devanture sublimée, chérie par notre époque contemporaine. Cependant, sous le voile nocturne, il lui faut digérer ce funeste interlude. Par quel sortilège un tel palais a-t-il pu basculer dans les bas-fonds des dortoirs prolétaires? De quelle manière une utopie de briques dégringole-t-elle jusqu'à devenir un vulgaire refuge de fortune pour des âmes luttant pour leur survie quotidienne? La réalité qui s'impose à elle s'avère d'une tristesse terriblement prosaïque. Une lente descente aux enfers. Tranchée après tranchée, la propriété a été saignée à blanc, vidée de sa substance, jusqu'à l'os. Chapitre 8. Disséquer la chair pour en monnayer la carcasse. Aux premières lueurs de l'aube, Maya retrouve le domaine, mais le poids du passé lui fige le doigt sur le bouton d'enregistrement. Abritée dans son véhicule, de l'autre côté du trottoir, elle dévisage la maçonnerie en cherchant à réveiller les spectres de cette dégradation vertigineuse. Dans son esprit, de vulgaires vitrages viennent profaner les moulures grandioses. De tristes planches de bois souillent les boiseries précieuses et d'affreuses cloisons défigurent la splendeur des pièces de réception. Le faste asphyxié par le plâtre bon marché. Le patrimoine englouti sous les effluves nauséabonds des revêtements synthétiques. Voilà le calvaire enduré par ces cloisons durant des décennies. Hartford, année 1918. Les récents acquéreurs donnent leurs ordres aux maîtres d'œuvre avec un cynisme effroyable. Presser le citron jusqu'à la dernière goutte. Convertir le joyau en une usine à locataires. Chaque parcelle doit générer du cash. La curée peut débuter. Les ouvriers jaugent l'immensité de l'espace. Le majestueux hall d'accueil apparaît comme une aberration financière, bien trop titanesque pour héberger un unique foyer. D'un coup de truelle,
il le poignarde en plein cœur, fracturant cette merveille architecturale pour y faire naître 2 appartements étriqués. Si les plafonds peints résistent à cette profanation, ils ne surplombent plus désormais que la banalité de 2 smicards, séparés à jamais par un mur postiche. L'antre où germait le génie de l'écrivain, la salle de billard, subit un charcutage en règle pour livrer 3 espaces confinés, étouffés sous le placoplâtre. De brutales cloisons viennent amputer les fenêtres magistrales, tandis que la légendaire table de jeu disparaît pour laisser place à des pupitres d'une infinie tristesse. La même où le personnage de Huckleberry Finn a vu le jour, de ternes employés de bureau martèlent désormais leurs machines à écrire. L'escalier d'honneur, bien qu'intact, se voit dépouillé de sa superbe. Déchu, il devient un banal lieu de passage, une zone de transit morne où les occupants des divers réduits s'évitent en silence. Des mains meurtries par le labeur usent les boiseries ciselées, ravalées au rang de vulgaires rampes pour traîner sa misère jusqu'au dortoir. La bibliothèque, quant à elle, perd jusqu'à sa substance. Les panneaux d'acajou sont brutalement arrachés. Ce temple de la littérature se mue en 2 cages suffocantes, à peine assez grandes pour y glisser un sommier et un meuble bancal. Une employée de bureau prend possession du flanc gauche, tandis qu'une manœuvre s'échoue sur le flanc droit. Avec pour seul rempart une cloison de pacotilles, chacun encaisse la tour rocailleuse, les engueulades et le désespoir de l'autre. En bas, la vaste cuisine subit la même mutilation funèbre, rongée par des dizaines de réchauds et de bacs à glace. Dans ces volumes d'une autre époque, les locataires se bousculent pour concocter leur pitance, surveillant l'horloge avec angoisse afin d'éviter la cohue des aurores. Vu de la rue, les arcs pointus, le porche spectaculaire et l'écrin de briques font encore illusion. Pourtant, le cœur du monstre s'est mué en un dédale insensé. Des corridors qui manquent d'air, des recoins sans la moindre logique, et des battants de porte qui s'entrechoquent avec fracas. La bâtisse exsude l'anxiété. Elle est devenue une aberration difforme. Pourtant, ces taudis ne coûtent qu'une poignée de petites monnaies, l'argument massu dans un Hartford rongé par la fièvre industrielle. Les travailleurs réclament désespérément un abri. L'édifice leur sert de refuge, mais au prix de sa noblesse, de son passé et de son aura chaleureuse. L'année 1923 voit débarquer Dorothy. Cette mère élevant seule son enfant, secrétaire de profession, pose ses valises dans l'une de ses geôles au 2e étage. Une cage exiguë, des latrines douteuses au bout du couloir, le tout pour 50 billets verts mensuels. 6 jours sur 7, elle se consume à la tâche dans les tours du centre-ville. Éreintée par sa journée, elle réchauffe sa maigre ration sur des résistances brûlantes. Puis elle reprend la frappe pour grappiller les quelques pièces qui lui permettront de survivre. Quand l'obscurité s'installe, un regard invisible semble peser sur elle. Pas celui d'une entité spectrale, non, celui de la pièce, dont la grandeur architecturale insulte presque sa condition misérable. À travers les pelures d'un revêtement mural bas de gamme, la jeune femme parvient à distinguer l'éclat des anciennes tentures d'or. Le reflet des ampoules danse sur les vitrages d'époque, tandis que le bois du sol dégage une assurance silencieuse, contrastant violemment avec les lattes bruyantes des habitations ouvrières. Conçue pour tutoyer l'éternité et le faste, la pièce suffoque à présent sous le poids d'un matelas rabattable et d'un quotidien précaire, perdu dans des volumes démesurés. Lors d'une rencontre furtive dans le couloir, Dorothy confie ce malaise à l'homme d'à côté, un humble gratte-papier aux cheveux poivre et sel. Le vieil homme acquiesce d'un mouvement pesant. D'une voix sourde, il lâche qu'il ne faut pas sortir de l'université pour saisir que ce bâtiment a connu son heure de gloire. Vivre ici, c'est comme porter une robe de mariée taillée en vulgaire serpillière, soupire-t-il. Cette métaphore fracassante se grave à jamais dans l'esprit de la secrétaire. Pendant que Hartford accélère sa mutation effrénée vers le monde moderne, l'enduit des couloirs part en lambeaux et le porche s'affaisse, vaincu par le fardeau du temps. Les moteurs à explosion remplacent les chevaux. L'industrie crache sa fumée noire vers les nuages et les tours d'acier déchirent le ciel. La demeure, elle, n'est plus qu'une antiquité encombrante. L'aube des années 30 et le krach boursier signent l'arrêt de mort du bâtiment. Les rentrées d'argent fondent, les réparations relèvent de l'utopie et le va-et-vient des miséreux s'emballe tragiquement. Les dettes s'empilent.
Les impayés deviennent la norme. Face à ce naufrage, les maîtres des lieux capitulent, livrant purement et simplement la charpente au ravage des intempéries. Des taches d'humidité, pareilles à des ecchymoses, souillent les voûtes. Le plâtre pleure une fine poussière grise. La tuyauterie agonise dans un râle métallique. L'hiver, le froid féroce condamne les résidents à s'emmitoufler sous d'épaisses pelisses au beau milieu de leur propre salon. La résidence se consume lentement. Nulle fournaise éblouissante, nul fracas soudain de charpente, elle succombe plutôt à l'usure, empoisonnée par une myriade de négligences. C'est un délabrement progressif, nourri par une avarice chronique et des travaux de misère, ravalant ce chef-d'œuvre architectural au rang de vulgaire vache à lait. L'année 1935 signe le départ de Dorothy. Son choix se porte sur un logis moderne de l'hypercentre, plus étroit sans doute, mais d'une propreté clinique. Un espace honnête, dessiné pour la vie quotidienne, dépourvu de tout artifice ou faux semblant. Il ne lui traversera jamais l'esprit de se pavaner d'avoir dormi sous les mêmes boiseries que le grand Mark Twain. La raison en est frappante. Elle n'en avait pas la moindre idée. Le bailleur s'était bien gardé de s'en gargariser. Et au fond, cette anecdote aurait-elle réchauffé ses hivers glaciaux? Ces cloisons n'abritaient aucun mythe à ses yeux. Ce n'était qu'un abri de fortune supplémentaire où les laissés-pour-compte livraient une guerre perdue d'avance contre le gel. L'œil vissé à son viseur, Maya fige la scène. Dans sa lentille, l'immense pièce de réception éclate de mille feux, baignée dans une majesté victorieusement arrachée à l'oubli. Elle déambule entre les rayonnages et les tables de jeu, caressant du regard la volupté des marches de chêne. Mais son esprit reste captif des fantômes du passé, visualisant ces murs qui mutilaient autrefois l'harmonie des pièces, ces ridicules séparations de contreplaqués, ces badigeonnages sordides. Une destruction systématique de l'héritage et des rêves portés par la tribu Clemens. Une interrogation la ronge de l'intérieur. À quel tournant fatidique une maison cesse-t-elle de vibrer pour dégringoler au stade d'habitacle de fortune? Et le Rubicon avalé, le spectre d'une bâtisse peut-il sincèrement s'extirper de ses propres décombres? 9e chapitre. Le courrier qui annonçait l'apocalypse. La caméra glissant le long de sa hanche, la cinéaste s'accoude à la vitre. En contrebas, l'artère Farmington bourdonne au diapason de l'heure de pointe. L'océan de tôle s'écoule sans trêve. Les marcheurs slalom, retenant un gobelet brûlant d'une main, les yeux rivés sur leur écran lumineux. La cité de Hartford a bel et bien enterré le spleen des années 1930, laissant derrière elle les stigmates de la Grande Dépression, cet air féroce où le manoir s'effondrait sous la crasse des taudis et la misère de locaux borgnes. Il s'en est pourtant fallu d'un souffle pour que cette merveille nous soit confisquée à jamais. Faisant volte-face vers le cœur du salon, la jeune femme s'escrime à matérialiser un néant absolu. Des vitres crevées occultées par des morceaux de bois, des cloisons rongées par la maladie et une mise en demeure punaisée sur le porche convoquant les machines de chantier. Tel était l'abîme béant qui guettait l'endroit. Flashback en 1955, à Hartford. La grande maison accuse 75 années au cadran, et les morsures de chaque frimas ont creusé de profondes cicatrices sur sa devanture écorchée. Les réduits sordides, loués aux infortunés, frôlent l'indécence. L'unique garantie qu'offre encore la résidence réside dans les caprices de sa chaudière moribonde. Le ciel s'invite à travers 12 plaies béantes déchirant le toit. Les plafonds s'abattent par blocs entiers, et l'escalier d'honneur menace de s'engloutir sous le poids des visiteurs. Le propriétaire, pour sa part, rend les armes. Le gouffre des factures l'a vidé, tout comme les plaintes de ses locataires ou le supplice des réveils à l'aube causés par le gel des canalisations. Le domaine est devenu une hémorragie de capitaux impossible à endiguer. C'est la minute précise que choisit un investisseur pour jaillir avec une promesse dorée, lorgnant bien moins sur l'architecture que sur la parcelle qui la soutient. Son plan s'affiche d'une brutalité assumée. Anéantir la carcasse vacillante. Rendre la terre à l'état vierge. Puis y couler les fondations d'un édifice terriblement lucratif. L'idée est d'y étaler une nappe de goudron pour abriter des voitures en hors-d'œuvre avant d'y faire pousser un centre d'affaires ultra-moderne. L'air est au moteur à explosion,
et la ville suffoque sans parking. L'agglomération a soif de verre et d'acier. Aux yeux des décideurs, cette relique victorienne en putréfaction, vaguement rattachée à un romancier dont la légende s'est évaporée, ne pèse strictement rien. Les signatures paraffent le glas de la bâtisse. Les coups de tampon avalisent le meurtre. La danse macabre des engins de destruction est gravée dans le marbre pour l'aube de 1956. Ce temple de briques, pourtant miraculé de la mort foudroyante de Suzy, du départ déchirant de Samuel Clemens et d'un demi-siècle de saccages en règle, s'apprête à retourner à la poussière dans un silence assourdissant. Sauf qu'un beau matin, une lecture anodine va gripper les engrenages de l'histoire. Son nom est Eleanor Brownell. À 63 ans, cette gardienne des rayonnages a usé la totalité de ses semelles sur l'asphalte de Hartford. Elle a vu son environnement intime se métamorphoser, regardant les palais d'autrefois ployer le genou devant la grisaille désolante des cubes de ciment. Au lever du soleil, sa routine la pousse à éplucher son quotidien local, un café brûlant à portée de main. Le menu s'avère d'ordinaire insipide. Lutte de clochers, effraction banale ou potin de la haute, un bruit de fond qui berce la ville sans éveiller les consciences. Mais en ce mois de novembre particulièrement coupant de 1955, sa rétine s'accroche à quelques lignes faméliques, enfouies dans les entrailles de la page 7. Permis d'abattage validé pour la résidence Clemens, 6 avenue Farmington. Le cœur d'Eleanor rate un battement. Elle relit la phrase, hagarde. Le domaine Clemens. Le repère mythique de Mark Twain. La matrice créative d'où ont jailli Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Cette silhouette majestueuse qui émerveillait son enfance, du temps où elle paradait sous le soleil et que la foule murmurait le nom de ses prodigieux locataires et en allait l'offrir en pâture aux boules d'acier. Reposant sa porcelaine sans un bruit, elle scrute l'encart avec une telle furie que les caractères typographiques se dissolvent en une flaque noire. Ses phalanges se mettent à trembler toutes seules. L'idée est d'une obscénité absolue, un blasphème architectural. Ses fondations respirent l'histoire intime de la cité. Elles incarnent une part flamboyante de l'esprit du pays. Éradiquer l'incubateur où l'esprit de l'écrivain s'est enflammé relève du meurtre culturel. On ne sacrifie pas des siècles d'histoire pour 3 bandes blanches sur du macadam. Sauf que, face au bulldozer, quel est le poids d'une simple passeuse de livres? De quelle force de frappe dispose une femme seule? Face à l'urgence, elle fait le choix d'allumer le feu de la révolte parmi ses proches. Le cadran de son combiné s'emballe. Famille, collègues archivistes, professeurs, paroissiens. Elle mobilise quiconque possède une once de conscience pour partager sa rage. Son discours est limpide, tranchant comme un couperet. Ces fous vont broyer la demeure de Mark Twain. Nous avons l'obligation de faire barrage à cette infamie. Et à chaque appel, c'est la même sidération béate. Cette bicoque repoussante sur Farmington, je n'aurais jamais parié 1 centime que le grand maître y avait résidé. C'est d'ailleurs là que se nichait la véritable catastrophe. La mémoire populaire a été siphonnée, fustige Eleanor. Pour autant, cette ignorance ne peut cautionner l'assassinat de l'édifice. Dans la foulée, elle donne naissance à un mouvement de résistance, solennellement nommé le Mémorial de Mark Twain. À l'aube de cette guérilla patrimoniale, ils ne sont qu'une maigre phalange de 6 irréductibles. 3 archivistes, 2 figures de l'éducation et un gazetier retiré des affaires. Le modeste salon d'Eleanor se mue en un véritable centre d'opération. Là, au cœur d'un chaos de vieux ouvrages et de journaux découpés, l'offensive se dessine silencieusement. L'urgence absolue? Éveiller les consciences. Les lignes téléphoniques saturent sous les appels aux rédactions locales, les studios de radio sont pris d'assaut, et un déluge de lettres inonde les boîtes postales de la presse. Le mot d'ordre se veut d'une clarté implacable. La cité de Hartford s'apprête à anéantir le plus précieux de ses sanctuaires littéraires. Accepterons-nous de voir notre héritage sombrer dans l'oubli, sans livrer combat? La population se déchire. Si quelques voix indignées s'élèvent immédiatement pour protéger ce fragment d'histoire, une grande partie des habitants n'accorde qu'une moue indifférente à ce qui n'est, à leurs yeux, qu'un tas de décombres encombrants. L'air est au progrès urbain, balayant sur son passage toute mélancolie architecturale. Face à cette fièvre moderniste, l'entrepreneur en charge du terrain reste de glace,
l'arrêt de mort du bâtiment est déjà signé. Rénover ces vieux murs engloutirait des fortunes. Aux yeux des investisseurs, effacer le passé pour ériger du neuf relève de l'évidence, bien plus que d'enterrer des capitaux dans une épave condamnée. C'était compté sans la détermination inébranlable d'Éléanore et de sa petite garde rapprochée. Il clame haut et fort que l'âme et la structure du manoir demeurent intactes. Seules les apparences, un peu de plâtre et quelques couches de peinture, ont subi les outrages des saisons. Une injection massive de fonds et le talent de quelques artisans suffiraient à ressusciter l'édifice. Hélas, l'argent, moteur de toute bataille, manque à l'appel. Les comptes de l'association sonnent tragiquement creux. Les dons peinent à affluer, distillant de maigres espoirs. Un billet de 10 $ aujourd'hui, un autre de 20 le lendemain. Dans un élan touchant, les élèves d'une école voisine parviennent à réunir 43 $ grâce à une vente de gâteaux, glissant leur butin dans une humble missive. Un effort dérisoire face au gouffre qui les attend. Profitant de cette faiblesse, l'investisseur abat ses cartes et dicte ses conditions avec une rigidité absolue. Faute de réunir une somme substantielle et de présenter un plan de sauvetage irréprochable avant l'aube du mois de mars de l'année 1956, les engins de démolition fracasseront les murs centenaires. L'heure n'est plus au report. Alors que le monde sommeille, la militante, attablée dans sa pénombre, noircit de façon compulsive un carnet ocre, jonglant avec des calculs désespérés. L'objectif exige des milliers de dollars. Leur réserve, elle, plafonne péniblement à quelques centaines d'unités. L'abîme économique semble impossible à combler. Le spectre de la défaite vient hanter ses pensées. Et si l'histoire de cette maison devait irrémédiablement s'achever dans un nuage de poussière? Cette obstination à chérir les reliques d'hier serait-elle une simple lubie d'enfant? La triste réalité laisse penser que la ville désire bien davantage étendre ses parkings que conserver un squelette d'architecture victorienne à bout de souffle. Soudain, la silhouette de Mark Twain traverse son esprit. Elle revoit la chambre laissée vide par Suzy. Elle ressent le pouls des existences passées qui ont animé chaque recoin de ce foyer. Des spectres qui ont chéri ces lieux, qui y ont pleuré avant de tirer leur révérence. Il est vital qu'une main humaine vienne recueillir cet héritage. Une voix doit impérativement briser le silence pour conjurer le néant. Quelqu'un doit se faire le porte-voix des souvenirs. Animée d'un feu nouveau, elle s'empare de nouveau de son stylo pour interpeller les grandes institutions. Ses mots volent vers les grandes lignées patriciennes de la région, vers tout bienfaiteur dont le nom orne les façades des centres culturels ou les plaques de marbre des galeries d'art. Parmi cette constellation d'appels à l'aide, l'un d'eux percera le silence, trouvant un écho inespéré qui changera à jamais le destin du domaine. Pourtant, dans le froid de cette nuit d'angoisse, elle ne le devine pas encore. Bien des années plus tard, abritée dans l'enceinte de cette même bibliothèque ressuscitée, Maya contemple le récit de cette femme, figée sur le laiton d'une exposition. Sur la vitre froide, le visage de la jeune femme se fond avec les fantômes capturés sur les photographies couleur sépia. C'est une révélation. La volonté d'un individu isolé, quelques lignes imprimées dans un journal, et le courage de refuser l'inéluctable peuvent, par miracle, préserver un chef-d'œuvre de la destruction. Ou presque. Chapitre 10. Le fil étroit entre la grâce et l'amertume. Les pas de Maya s'arrêtent net face à un tirage argentique accroché au cimaises. Sur cette image, datée de 1956, la figure d'Eleanor Brownell se détache devant la majesté de la résidence. L'objectif fige une physionomie fragile. Des cheveux nimbés d'argent, une lourde pelisse foncée et des souliers faits pour la marche. Derrière elle, le colosse de briques exhibe les morsures profondes laissées par les années. Murs écaillés, persiennes de guingois, ouvertures scellées par des planches à style. Et pourtant, le visage de la femme s'éclaire d'un sourire triomphant. Défiant toute logique, elle vient d'arracher une première victoire. Printemps 1956, sous le ciel de Hartford, l'ombre de la destruction plane inexorablement. La petite escouade a certes glané quelques oboles, mais l'abîme financier reste béant, terrifiant de profondeur. Certes, la ferveur des gazettes, l'empathie du peuple et les cahiers de doléances paraphés par des centaines de mains anonymes récoltées sur des coins de table ou des guichets de prêt
plaident en leur faveur. Mais pour les créanciers et les bâtisseurs de béton, cette poésie ne vaut rien. Seul compte l'impitoyable langage des garanties bancaires, ce document vital qui leur fait tragiquement défaut. Ils exigent une démonstration comptable irréfutable de la viabilité du lieu. C'est dans ce climat de désespoir absolu qu'un simple courrier glisse sous la porte de la militante. Une missive de belle facture, teinte ivoire, marquée de l'emblème d'une puissante institution de New York. Un appel au secours lancé quelques mois plus tôt, dont le souvenir s'était presque évaporé. Incapable de contenir son anxiété, elle en déchire le rabat à peine franchi le seuil, son lourd par-dessus d'hiver toujours sur les épaules. Ses mains, raidies par les morsures du blizzard de la Nouvelle-Angleterre, extrait un document miraculeux. Un legs inespéré. Si la somme ne saurait couvrir l'intégralité des travaux, elle détient un pouvoir inouï, celui d'enrayer la marche impitoyable du temps. C'est au centime près la valeur de la caution exigée. Le sésame qui prouvera aux investisseurs carnassiers que ces idéalistes sont avant tout des partenaires financièrement solides. Les genoux d'Éléanore cèdent sous le poids du soulagement. Le parchemin détaille la mission sacrée de l'entité, voler au secours des joyaux du passé américain en péril. L'auteur étant une figure tutélaire des lettres nationales, l'idée même de raser son ermitage du Connecticut leur apparaît comme une hérésie intolérable. Le mécénat est acté. Les mains tremblantes, la sauveuse saisit le combiné mural et fait tourner le cadran, arrachant ses frères d'armes à leur quiétude quotidienne. Convocation urgente à la nuit tombée. Alors que l'horloge égrène ses 12 coups de minuit, l'assaut final se prépare autour de la grande table. Acte 1. S'emparer officiellement du domaine. Acte 2. Exiger la révocation immédiate de l'autorisation de démolir. Acte 3. Déclencher une colossale campagne de levée de fonds pour insuffler la vie dans les veines taries de la demeure. Mais l'heure est à la méthode, non à la précipitation. Face à cet argent providentiel, l'entrepreneur ravale sa fierté. La loi du marché prime. Il plie. La sentence de mort du monument est définitivement effacée. L'événement fait la une des quotidiens locaux, qui impriment en lettres d'or la résurrection de la bâtisse littéraire. Les microphones se tendent vers Éléanore, dont la voix résonne désormais dans tous les foyers. Les héros d'hier immortalisent leur triomphe sous la lumière aveuglante des magnésiums. Dans cet éclair de gloire éphémère, la légende pourrait s'arrêter sur cet accord parfait. Mais le destin, capricieux, en a décidé tout autrement. Nous sommes en juin 1956. Escortée par une poignée de bâtisseurs et d'experts, Éléonore passe enfin le seuil monumental de l'édifice. Le comité de sauvegarde s'attendait au chaos. On imaginait des façades lépreuses, des murs suintants, un câblage à l'agonie. Mais la réalité dépasse l'imagination. Le désastre est absolu. D'anciennes boiseries, autrefois chefs-d'œuvre de délicatesse, ne sont plus que des plaies béantes de bois mort. Des pans entiers d'histoire ont été littéralement amputés par les occupants précédents, et les fenêtres pleurent leurs vitraux, pulvérisés ou volés par des mains anonymes. Le ciel de la bâtisse s'effondre. Les plafonds majestueux, dévorés par la moisissure et boursouflés d'eau, ploient vers le sol, tandis que les chaudières sont devenues des carcasses de métal froid. L'oxydation a transformé les tuyaux en poussière rouge. Autour, des fils électriques courent comme des serpents venimeux, prêts à enflammer la moindre étincelle au mépris de toute prudence. L'âme des volumes a été assassinée par des cloisons de misère, érigées pour entasser des locataires, et sous les semelles, les planchers gémissent, menaçant de s'ouvrir à chaque instant. Boucher les trous du toit relèverait du pansement sur une jambe de bois. C'est une renaissance totale qu'il faut orchestrer, d'autant que des fissures abyssales minent les fondations même du manoir. Contemplant ce cimetière architectural, l'un des experts se penche vers Éléonore. Un murmure lourd de sens. La restauration classique n'est plus à l'ordre du jour. Seule une intervention divine pourrait sauver les lieux. Une sentence glaçante, que viendra corroborer un mois plus tard une évaluation financière d'une brutalité inouïe. L'ardoise s'annonce vertigineuse. Des centaines de milliers de dollars au grand minimum pour animer la pierre. La nouvelle s'écrase de tout son poids sur les épaules déjà meurtries des militants. Ils avaient vidé leur caisse pour arracher le domaine aux mâchoires des pelleteuses. Leur ressuscité, en revanche,
exigent un trésor de guerre qu'ils sont à des années-lumière de posséder. La session suivante du comité ressemble à une veillée funèbre. L'ivresse de la victoire a été balayée par un silence glacial. Témoignage d'un épuisement sans borne. Le monument respire encore, sauvé in extremis des pelles mécaniques, mais en ouvrir les portes au public tiendrait de la folie pure. C'est un véritable piège mortel. Entre la menace permanente d'un effondrement venu d'en haut et le risque d'un brasier foudroyant, la prudence interdit la moindre visite. Voici l'œuvre condamnée au limbe. Trop inestimable pour finir en gravat, mais bien trop rongée pour être dévoilée. Dans l'assemblée, une voix ose alors l'impensable. Vendre la propriété et refiler ce cadeau empoisonné à un tiers. L'argument se veut pragmatique, justifiant qu'on éviterait au moins qu'un asphalte stérile ne dévore le terrain. La réponse d'Éléonore tranche comme une lame. Hors de question d'avoir versé tant de larmes pour abandonner le navire à la dérive. Pourtant, quand les regards se tournent vers elle, en quête d'un plan de bataille, les mots lui manquent. D'autant plus que les banquiers viennent de sortir l'écrou, exigeant des remboursements immédiats. Prise en étau entre les traites mensuelles, les primes d'assurance et la voracité des impôts, l'ombre d'une expropriation plane comme un vautour au-dessus du groupe. Il faut donc repartir au front pour mendier des fonds. Mais l'allégresse des débuts a fondu, laissant place à la force brute et amère de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Appels à la charité, discours enflammés, rassemblements pathétiques dans le fond d'une église ou le préau d'une école. L'or finit par teinter dans l'escarcelle, goutte après goutte, dans une lenteur agonisante. Un malheureux billet de 5 $ récolté ici, une coupure de 10 froissée glanée là. Seule fulgurance dans cette misère, un don tombé du ciel, paraphé par des notables de la région pour une somme inespérée de 1 000 $. Une somme colossale pour le citoyen moyen, mais une simple goutte d'eau dans l'océan de leurs dettes. À l'approche de l'hiver, la fatigue devient palpable. Les photographies d'archives dévoilent une meneuse spectrale, le visage mangé par l'angoisse. Le dos courbé par la charge, cette héroïne anonyme a tout jeté dans les flammes de sa cause. Ses deniers personnels, ses jours, sa force vitale. Et pourtant, le spectre de la banqueroute la nargue encore. Vient ce crépuscule où, l'âme en peine, elle déambule seule au cœur de ce qui fut jadis la grande salle de réception. Les fastes des banquets se sont envolés. Les cloisons abattues ont laissé des cicatrices sur les murs, et au-dessus de sa tête, la charpente expose ses entrailles blessées. Sur un sol tordu par des décennies d'infiltration, elle murmure à l'oreille des pierres. « Nous avons chassé tes bourreaux, mais je crois que nous n'avons pas de quoi te guérir. » Au-delà des fenêtres en ruine, le soleil s'écrase sur l'horizon urbain. La lumière fuit la pièce, et l'édifice tout entier s'enfonce de nouveau dans les ténèbres. La serrure claque dans le froid naissant. La gardienne des lieux traîne sa carcasse fatiguée jusqu'à son automobile. Demain, dès les premières lueurs, le calvaire recommence. Une autre confrontation l'attend avec les financiers, pour négocier avec du vent et excuser des traites qu'elle ne pourra jamais honorer. À travers le pare-brise, le monde moderne s'étale avec arrogance. Blocs de béton immaculés, mornes étendues de macadam et néons tapageurs. Dans le rétroviseur, son sanctuaire de pierre reste prisonnier des siècles passés. Une relique spectrale, arrachée aux cendres, mais promise au néant. Ainsi se clôt la narration de l'écriteau, figeant la jeune Maya dans une profonde mélancolie. Les archivistes ont baptisé cette époque le long chemin de croix. Une agonie de 7 ans, de 1956 à 1963, passée à danser dangereusement sur la crête d'un volcan. Contre toute attente, l'édifice n'est pas tombé. L'esprit en ébullition, la touriste cherche désespérément à déceler le point de bascule qui a permis l'impossible. Chapitre 11. Le temps des pigments et des gravats. Maya glisse maintenant à travers les galeries ressuscitées, posant des yeux neufs sur son environnement. Autour d'elle, la magnificence absolue. Des lambris qui accrochent la lumière aux verrières célestes, sans oublier l'étoile vibrante, n'était autrefois qu'un tas d'immondices ignorés du monde. Recomposer ce puzzle majestueux a exigé la dévotion aveugle d'un croyant,
et une endurance confinant au sacrifice d'une vie entière. Une œuvre titanesque s'étirant sur des dizaines d'années. Plongeons dans les brumes de la décennie 60. Le groupe de résistants d'Éléonore est toujours au front, l'épée à la main. Bien qu'il ne cède aucun pouce de terrain, le triomphe se dérobe éternellement. Le manoir gît dans un coma silencieux, figé dans l'ambre de l'anticipation. Leur compte bancaire respire de justesse grâce à l'aumône. Pâtisseries vendues à la sauvette, tirelires d'écoliers, menus offrandes versées par les disciples de l'auteur et de rarissimes oboles des autorités patrimoniales. Une misère absolue, cruellement insuffisante pour rêver de redonner sa noblesse à la bâtisse. Toutefois, ces élans du cœur suffisent à maintenir les créanciers à distance et à raviver la foi. Le bataillon citoyen se lance alors dans une guerre d'usure, décidant de ressusciter le domaine au compte-gouttes, un seul espace à la fois. Dès le samedi matin, une armée de l'ombre investit le terrain. Retraités de l'enseignement, étudiants dévorés par la passion et ouvriers du coin venus faire don de leurs mains calleuses, engoncés dans des bleus de chauffe élimés et trimballant leurs propres outils, ils plongent dans les entrailles crasseuses pour recoudre les plaies ouvertes du palais. Les murs de fortune, ces tumeurs de plâtre qui avaient asphyxié la grandeur des salons pour en faire des cages à lapins, s'effondrent enfin sous l'assaut joyeux des masses et des burins. On arrache les cloisons postiches et les boiseries de misère. Pièce par pièce, ces fantômes d'aménagement disparaissent enfin. À mesure que la bâtisse se met à nu, son essence originelle rejaillit. Un véritable trésor exhumé des limbes de l'oubli. Un restaurateur effleure les murs de l'ancien salon de réception. Sous ses paumes, les proportions d'antan se dessinent, réveillant d'antiques fresques longtemps asphyxiées sous d'épaisses couches de badigeon. Rien n'a disparu, souffle-t-il, le ton chargé de promesses. Nous allons la ramener à la vie. Commence alors un patient rituel, gratter la matière pellicule par pellicule. Tels des horlogers, les artisans décollent des parcelles minuscules afin de ne pas meurtrir l'œuvre cachée. C'est ainsi que les majestueux motifs de Tiffany, sortis de leur tombeau, voient de nouveau le jour. Une symphonie chromatique éclate au grand jour. Des rouges profonds, des dorures étincelantes et des verts ténébreux offrent un spectacle fastueux, dérobé au regard depuis un demi-siècle. Dans d'autres salles, les maîtres du bois auscultent les rambardes ouvragées, les encadrements et les étagères intégrées. Les blessures infligées par les années sont telles qu'il faut parfois tailler la matière à neuf, de A à Z. Le regard captif de vieilles photographies et de rares reliques, un artisan local sculpte sans relâche. Son obsession demeure invariable, faire renaître les courbures d'origine au millimètre près. En coulisses, les experts en structure rafistolent l'ossature de la maison. Les charpentes porteuses retrouvent leur vigueur, tandis que les brèches dans le soubassement sont définitivement colmatées. Le toit se réinvente, section par section, recréant les profils historiques grâce aux ressources de notre époque. Une progression minutieuse, presque à tâtons. Les budgets, hélas, jouent aux montagnes russes. Le silence s'empare du chantier pendant des saisons entières, la trésorerie asséchée interdisant l'achat du moindre clou. L'édifice retient son souffle, prisonnier d'un sauvetage inachevé. Puis vient le miracle. Une manne financière inattendue est débloquée, un riche bienfaiteur se lève, ou de longues tractations aboutissent enfin au don salvateur d'une société. C'est le signal de relance pour la valse des corps de métier. Alors que l'objectif de Maya immortalise la quiétude de la salle de lecture, un employé de l'institution l'aborde. « Vous n'allez pas le croire, mais les verrières authentiques de Tiffany ont été retrouvées dans les sous-sols », annonce-t-il. Elles dormaient là, en pièces détachées, empilées les unes sur les autres depuis une éternité. Épargnées du broyeur à ordures par un coup du sort inouï. C'est à se demander si la demeure n'avait pas volontairement enfoui ses parures dans l'attente de ses véritables héritiers. Cette titanesque croisade patrimoniale enjambe toute la période des 60s pour venir s'échouer au beau milieu des années 70. Les chercheurs épluchent la moindre archive photographique datant de la présence des Clements. Le hasard n'a pas droit de citer. De quelle couleur précise étaient badigeonnées ces cloisons? Comment les meubles dialoguaient-ils dans l'espace? Ces lustres faisaient-ils partie de la dotation initiale ou n'était-ce que de médiocres imitations ajoutées plus tard? De temps à autre,
La poussière des archives lève le voile sur une correspondance d'Olivia. Au détour d'une phrase, elle y décrit le grain d'une étoffe ou les reflets d'une tapisserie. Le faste révolu des pièces de réception ressurgit à travers de vieilles gazettes effritées. Des reçus mangés par les mythes attestent de l'acquisition d'un tapis oriental ou d'une armoire. Néanmoins, certaines énigmes resteront à jamais sans réponse, englouties par les abysses chronologiques. Pour combler ces silences de l'histoire, les experts font appel à leur intuition. Ils naviguent habilement entre le goût de cette fin de siècle et les penchants esthétiques dont la famille était friande. Nous sommes en 1974. 100 ans pile après l'installation de ces illustres propriétaires, la résidence laisse timidement les premiers visiteurs franchir son seuil. La restauration est pourtant loin d'être à son terme. Les plaies ne sont pas toutes refermées, mais les fondements sont devenus assez robustes pour recevoir du public et les lieux assez majestueux pour s'exposer dans leur vérité nue. Ces tout premiers spectateurs cheminent au beau milieu d'une ruche en pleine effervescence. D'un côté, on découvre des salons qui paradent sous leurs atours tout juste ressuscités. De l'autre, des alcôves éventrées exhibent encore leurs murs à vif, dominés par d'immenses structures tubulaires. Et pas une seule fois les conférenciers ne tentent de dissimuler cette poésie des ruines. La voix vibrante, ils narrent les victoires déjà arrachées au temps et les montagnes herculéennes qu'il reste à gravir. Leur récit dessine la fresque intime du domaine. L'allégresse d'autrefois, la mélancolie, la longue agonie de l'architecture, puis ce combat au couteau contre la destruction. Pris aux tripes, les badauds laissent d'eux-mêmes quelques billets au fond de l'urne d'accueil. Nombreux sont ceux qui se portent volontaires pour prêter main forte aux futures manœuvres, se font les héros de cette cause et repassent le porche avec toute leur parentèle. Ici, on ne trouve ni feu d'artifice, ni coupé de ruban sous les cuivres d'une fanfare. Juste un sacerdoce muet, une passion têtue qui ne flanche pas. Appuyée contre le chambranle d'une porte, Maya contemple le ballet fascinant de quelques artisans. La mue n'a jamais cessé, jusqu'à ce jour, en 2024. Guidé par une précision chirurgicale, un maître verrier libère aujourd'hui une mosaïque translucide de sa gangue de crasse. Plus haut, au 3e niveau, les abrasifs d'un artisan redonnent vie au grain d'une corniche épuisée. Pour être franc, le chevet de ce monument ne sera jamais déserté. L'achèvement est une chimère. Les meurtrissures infligées par les saisons et l'abandon sont des cicatrices indélébiles. Cependant, les fragments rescapés respirent à présent à l'abri, entourés d'une aura de sanctuarisation absolue. Ces pensées s'envolent vers les pionniers de la première heure, ces combattants des années 60. La grande faucheuse en a emporté la majeure partie, et ceux qui respirent encore ploient sous les hivers accumulés. Ces sentinelles anonymes ont offert leurs plus belles années en sacrifice à ces pierres. Un don absolu, dont le flot ininterrompu de visiteurs ignorera à jamais la portée. Eleanor Brown, elle, a tiré sa révérence en 1982. La Providence a tout de même eu la grâce de lui laisser voir l'ouverture des lourdes grilles. Elle a pu admirer ces inconnus fouler le grand escalier, celui-là même qu'elle avait protégé avec la fureur d'une lionne. Son rêve insensé est devenu briques, bois et peinture. Et si la restauration finale lui a échappé de son vivant, le brasier qu'elle a initié n'a jamais faibli. Dans un lent mouvement panoramique, la lentille de Maya capture l'âme du grand hall. La courbure vertigineuse des marches, le feuilleté irisé des vitres, l'étoile qui flotte sur les murs. Mais les frissons qui la parcourent n'ont que faire de l'opulence architecturale. Ils jaillissent du sacrifice inouï qu'il a fallu consentir pour extirper cette beauté du néant. Des vies entières consumées, des fortunes évaporées, portées par la croyance aveugle que l'on peut recoudre ce qui a été déchiqueté. C'est une victoire pleine de cicatrices, bien sûr, mais son rayonnement suffit à conjurer les tragédies d'hier. Chapitre 12. Le refuge absolu. Le manuscrit enfoui sous les lattes. Entamant sa 3e journée de tournage au cœur du domaine, Maya plonge dans la matrice des lieux avec les gardiens de l'institution. Suivant les pas de Robert, maître dans l'art de préserver l'ancien, elle s'enfonce dans les zones d'ombre, ses coulisses strictement défendues aux touristes. Des catacombes saturées de caisses d'archives millimétrées,
des ateliers débordant de ciseaux à bois et de reliques orphelines. Avant d'entamer la grande montée vers les combles, l'endroit est un désert, glisse Robert, le souffle court dans l'étroitesse de l'escalier de service. Pourtant, c'est précisément dans cette obscurité que se terrent les mythes les plus puissants de la maison. Le toit plongeant de la soupente semble peser sur une brume chargée d'acariens. Seuls d'étroits filets dorés, tombés des minuscules vasistas, parviennent à trancher l'opacité de l'air. En levant les yeux, on y découvre le réseau sinueux des madriers torsadés. Contre les cloisons, c'est un chaos triomphant. De vertigineuses tours d'archives s'empilent au hasard, chacune gardant jalousement l'empreinte d'une époque désormais éteinte. L'orage passé, Robert sonde l'anatomie intime de la bâtisse. Son regard cherche la faille, l'infiltration sournoise, la pourriture invisible qui dévore l'ossature de bois. Dans son sillage, Maya filme en continu. La lentille capture la chair à vif de la maison. Charpente mise à nu, matériaux à l'agonie, et cicatrices séculaires gravées sous le fêtage. Les gens croient souvent qu'on se contente de passer un coup de pinceau, de faire du cosmétique. Lâche l'expert. En réalité, nous menons une véritable investigation sur les traumatismes de l'édifice. L'architecture se déchiffre, page après page, au fil des cloisons. Se baissant dans un angle obscur, son attention est captée par une dissonance dans l'alignement du sol. Observez ces planches. C'est un ajout tardif, probablement autour de 1920. Ni le grain du matériau, ni la forge de la clouterie ne correspondent à l'origine. Chaque pierre, chaque solive recèle une mémoire muette qui n'attend que son lecteur. Sous la poussée de sa main, la surface gémit. Une section du parquet cède légèrement, trahissant un vide. Une intervention s'impose ici, chuchote-t-il tout en inscrivant l'anomalie sur son calepin. Maya pose doucement son matériel sur une malle ancienne et vient l'aider à déceler la pièce de bois mouvante. Sous le squelette du plancher, au cœur des ténèbres structurelles, un objet inattendu renvoie un faible éclat. C'est un livret de poche, dévoré par les inondations successives. Sa reliure en peau s'est assombrie sous les assauts du temps et de la moisissure. Le spécialiste s'en empare avec des gestes de chirurgien. Les pages forment un bloc compact, soudé par les champignons. Le dos menace de céder à la moindre secousse. C'est une anomalie absolue dans ce décor, confie-t-il à mi-voix. Son ton s'est fait solennel. Sans attendre, la fragile découverte prend la direction des caves, vers l'atelier de restauration. Les doigts désormais protégés par du latex, il frôle l'artefact avec une retenue quasi religieuse. La moindre expiration brutale risquerait d'anéantir cette archive. À l'aide d'une lame de précision, il entreprend de cliver les feuillets, un fragment à la fois. Au cœur du livret, l'écriture ressurgit, spectrale, et pourtant d'une clarté inespérée. Mine de plomb, aucune trace d'encre. Les caractères, tracés avec une rigueur toute féminine, happent l'attention de Maya. La première entrée affiche 1922. Pour toute identité, 2 initiales mystérieuses. E.M. L'une des âmes ayant trouvé refuge sous ce toit. 12 $ par mois lui garantissaient un réduit mansardé. Ces écrits s'avèrent d'une concision glaçante, témoin sec d'un quotidien écrasé par la rudesse du travail. Elle y exorcise son épuisement vespéral, le froid glacial qui la contraint à dormir emmitouflée dans son pardessus, et ses étés de plomb qui transforment sa mansarde en brasier. Son récit fait écho au murmure des autres pensionnaires. Ces existences fantomatiques séparées par de simples planches. Soudain, une ligne datée du 8 mars 1923 saisit la documentariste d'effroi. Notre aubergiste jure qu'un monstre sacré de la littérature a occupé ces lieux. J'ai bien du mal à y prêter foi. Ce taudis exude bien trop la misère pour avoir abrité la moindre grandeur. L'air lui-même sent l'abandon. Un vide qui me ronge le sang. Je crois que ces murs me comprennent. Ensemble, la bâtisse et moi, nous attendons simplement la fin. Le temps s'égrène jusqu'au 14 septembre 1923. Je fais mes malles demain matin. Le cœur de la ville offre des chambres bien plus clémentes. Je quitte cette ruine sans un regard en arrière. Les pièces y sont démesurées, glaciales et bizarrement étouffantes sous le poids de présences invisibles. Curieusement, je ressens pourtant une pointe de culpabilité.
la sensation de délaisser un grand malade. Les derniers mots sonnent comme une incantation. Puisse l'avenir rendre un jour hommage à ce bâtiment. Pas pour célébrer cette prétendue plume de génie, mais en mémoire de nous, les indigents qui avons hanté ces couloirs dans l'indifférence générale. Nous n'étions pas des mirages. Nos passages ici-bas doivent bien vouloir dire quelque chose. L'émotion submerge Maya, nouant douloureusement sa gorge. Des visions l'assaillent. La valse des oubliés qui ont vécu les heures les plus sombres du domaine. La dactylo s'usant les yeux à la lueur d'une bougie vacillante. Les travailleurs éreintés dont les pas martelaient lourdement les degrés de bois. Les clercs miséreux, les femmes endeuillées, les filles mères reléguées dans l'ombre. Un peuple souterrain qui saignait ses maigres économies pour un toit de fortune avant de s'effacer définitivement de l'histoire. Personne n'a jamais pris la peine de figer leur nom. Aucun bronze commémoratif ne leur rend justice. L'institution honore l'envergure de Mark Twain, pleure la disparition de Suzy, célèbre Olivia et sacralise l'histoire d'Eleanor. Mais E.M. demeure une ombre réduite à 2 lettres, ensevelie dans un carnet rongé, otage d'un parquet grinçant, jusqu'à ce que la chance ne la déterre. Pourra-t-on l'inclure dans la collection officielle ? Demande Maya. Le spécialiste tranche avec ferveur. Absolument. Ce manuscrit, c'est la chair de la bâtisse. L'autorisation de photographier est accordée. Sous un éclairage clinique et doux, il cale soigneusement le calepin pour épargner la reliure, effeuillant l'œuvre avec la délicatesse d'un croyant. La nuit tombée, retranchée dans la solitude de son motel, la réalisatrice étudie ses captures numériques. Les mots de la défunte résonnent en boucle dans son esprit. Nous n'étions pas des mirages. Nos passages ici-bas doivent bien vouloir dire quelque chose. Face au traitement de texte vierge, le scénario soigneusement préparé avant son voyage vacille. Une rébellion féroce prend le contrôle de ses doigts. La trame bifurque violemment. Le documentaire donnera corps à un récit croisé où l'illustre Mark Twain devra enfin partager la lumière avec l'humble E.M. Une œuvre chorale élevant les ouvrières de la machine à écrire, les employés subalternes et les solitaires, au rang de fondation spirituelle du domaine, brisant enfin leur silence séculaire. Ce film regardera l'histoire dans les yeux. Il embrassera l'opulence bourgeoise des grands jours tout autant que les crépuscules marqués par la mort. Il exhumera ces décennies honteuses où l'ancien château, ravalé au rang de masure sordide, abritait la survie désespérée d'anonymes. Le cliquetis frénétique du clavier rythme la fin de sa nuit. Fini l'hommage propre et verni à la gloire de l'écrivain sanctifié. Son objectif fouillera les viscères de la maison pour en arracher les secrets engloutis par le temps. L'extase triomphante face à la détresse crue. Le faste éclatant heurtant l'obscurité des damnés. Aucune bribe de cette chronologie ne sera laissée pour compte, car toute fêlure fut légitime. Miroir de ses propres angoisses, elle songe à ses dettes oppressantes, à son logis minuscule. Ce vertige familier d'être un grain de sable ballotté par un monde aveugle et colossal. Une âme périphérique qu'un simple souffle pourrait gommer de l'existence. Voilà pourquoi ce manoir résonne si puissamment dans ses veines. Non pas pour sa couronne perdue, mais pour cette indéfectible résistance au naufrage. Puisqu'au fond, une voix isolée s'est élevée pour conjurer le néant. 13e chapitre. Le baume des spectres sur les murs. 3 semaines s'écoulent, et Maya offre sa vérité aux yeux du monde. Sous sa simplicité clinique, la face obscure de la demeure Twain, ce nouveau métrage dévoile une gravité inédite. Jamais la cinéaste n'avait accouché d'un récit d'une telle densité, si lourd de silence et de sens. Pendant 43 minutes, un format fleuve qui rompt avec ses habitudes, l'artiste coud ensemble les lambeaux du temps pour en faire un seul et même linceul de souvenir. Les fastes de la tribu dans les années 1870 viennent heurter de plein fouet la mort de Suzy et le départ précipité. Puis s'amorce la longue agonie des murs, l'époque où des taudis obscurs venaient balafrer les nobles salons d'autrefois. Le récit traverse la croisade d'Eleanor, retrace la convalescence ardue de l'édifice avant d'échouer sur ce trésor inestimable. Le journal manuscrit d'une certaine E.M. Ces mots d'antan résonnent en voix off dans le vide majestueux de la pièce principale. La pellicule s'éteint ensuite sur un dernier plan.
la réalisatrice pensive sur les marches, baignée par la lumière mourante du soir. « Cette maison est née d'un rêve un peu fou », glisse-t-elle à la caméra. Et puis, la nuit l'a dévorée. Frôlant l'anéantissement pur et simple, l'endroit s'est mué en un dédale putride. Là, dans ces recoins oubliés de tous, des fantômes bien vivants se battaient pour grappiller un jour de plus. Le lieu porte désormais l'étiquette prestigieuse de « musée ». Mais qui sanctifie-t-on au juste? Cette question, elle la laisse planer dans le vide, sans réponse. « C'est pour moi la preuve tangible que l'on refuse l'oubli », murmure-t-elle. Et cet effort de mémoire dépasse de très loin la figure tutélaire de l'écrivain vedette, ses dîners mondains ou sa fortune étalée. Le parti pris est autre. Il s'agit de sacrer la douleur, les tragédies sourdes et les départs définitifs. De regarder en face cette longue ère de pourriture où personne ne pleurait sur les ruines de la maison. Aimer vraiment ces murs, c'est en accepter les cicatrices autant que les dorures. Très vite après sa mise en ligne, le documentaire trouve un écho. Il n'y a pas d'explosion virale instantanée, plutôt une marée montante et impossible à endiguer. L'audience grimpe à 10 000 curieux, puis très vite à 50 000, avant d'exploser la barre des 100 000 regards. Sous la vidéo, la section des commentaires devient le théâtre de révélations bouleversantes pour la créatrice. Un internaute y confesse: « Mon arrière-grand-mère a loué une chambre ici dans les années 1930. L'ombre littéraire des lieux n'avait jamais effleuré ses récits. Dans ses souvenirs, c'était juste un taudis où l'on gelait, hanté par la misère. Merci d'avoir redonné un visage à ces oubliés. » En déroulant la page, une autre confession frappe en plein cœur. Celle d'un homme dont la famille est actuellement chassée de sa propre maison par les huissiers. « J'ai pleuré devant votre travail, mais il m'a offert une lueur inespérée, » écrit-il. Si de tels murs ont su s'extirper du cloaque, alors un nom de famille peut lui aussi survivre à la ruine. Ailleurs, un professionnel des bâtiments historiques s'incline. Ce que vous avez fait là est l'hommage le plus vibrant jamais rendu à l'essence même de notre métier. Restaurer la pierre n'est qu'un prétexte. Le véritable combat, c'est de retenir les vies que le temps cherche à effacer. Quelques jours s'écoulent avant que les pontes de la Fondation Clemens ne lui fassent signe. Complètement séduits, ils ambitionnent d'exposer les mémoires de E.M. au cœur d'une scénographie repensée. Une exposition qui ne se contenterait plus d'encenser l'auteur de génie, mais qui embrasserait enfin le kaléidoscope de misère et de vie qui a traversé le bâtiment. Il n'en faut pas plus pour convaincre la vidéaste. Elle boucle ses valises et retourne à Hartford afin d'assister au vernissage. Dès l'entrée, un espace solennel, bien que sans artifice, a été aménagé. Reposant dans un écrin de verre à l'atmosphère contrôlée, le petit carnet griffonné se livre enfin au public. Il est escorté de vieilles photographies noir et blanc, vestiges de l'époque où les dorures avaient cédé la place à la crasse des dortoirs ouvriers. Mieux encore, un gigantesque travail d'archives a permis d'afficher les noms et prénoms des locataires anonymes ayant peuplé ces murs au cours des années 1920 et 1930. En lettres capitales, dominant toute la pièce, une citation arrachée au journal intime frappe les esprits. Notre souffle a aussi imprégné cette demeure, et on ne saurait nous l'enlever. Des grappes d'écoliers en visite se figent devant l'étalage. Des touristes de passage pointent leurs appareils, happés par la résonance du message. Des vétérans de la ville profitent de l'événement pour faire remonter à la surface des pans de leur propre passé. L'époque où le manoir n'était qu'un grand cadavre dépecé en bicoques et locaux administratifs. Une vénérable dame de 93 printemps s'approche de la réalisatrice. Papa y avait installé son bureau en 1941. La seule fois où j'y ai accompagné mon père, j'étais gamine. J'ai ressenti une tristesse absolue. C'était sublime, oui, mais affreusement abîmé, comme une bête blessée. Ses yeux se perdent alors en direction de la pièce maîtresse, aujourd'hui rayonnante, magnifiée par un jeu de lumière chaude et le vernis impeccable de ses murs. Savoir que ce lieu a fait la paix avec son passé, ça me rassure, souffle la vieille dame. Une plénitude que partage l'artiste, la poussant à philosopher sur la manière dont la brique et le bois s'accrochent à nos esprits. Oubliez les poltergeists de cinéma. Ce qui nous hante vraiment,
C'est le poids invisible, l'empreinte tenace de tous les destins entassés là. Les murs de soutènement boivent les rires avec la même soif qu'ils épongent les larmes. Les victoires éclatantes et les ruines fumantes. Les passions et l'ostracisme. La fortune indécente et le gouffre de l'anonymat. Contre toute attente, par un miracle frisant l'insolence, la maison a traversé l'ensemble